Vous avez été témoin de plein de choses, peut-être du bon, mais aussi du pire et des dérives de cette industrie-là. J'ai visité les usines de jambon, j'en ai encore des cauchemars. Vous pouvez me raconter cette anecdote du piment? On avait acheté un lot de piment, ça avait été oublié dans un entrepôt. Ce lot, il était rempli de crottes, de poils, de cadavres de souris, enfin... C'est impossible. Les pouvoirs publics ne laisseraient pas faire ça. J'avais l'impression vraiment quand j'ai refermé le livre qu'on nous mentait, qu'on nous empoisonnait, qu'on nous dupait, qu'on nous faisait payer trop cher. J'ai quand même reçu des lettres de menaces, des courriers d'avocats. Il y a un niveau limite d'arnaque du consommateur. Je suis pour le bio. Je suis vraiment un défenseur du bio et je suis un consommateur de bio. Ce qui fait changer les choses, c'est les contrôles, les méthodes d'analyse qui progressent, les lanceurs d'alerte, et effectivement les choses s'améliorent. Et ça n'empêche pas les scandales, malheureusement. Salut à tous et bienvenue dans Les Découvreurs. On a tous déjà senti qu'il y avait quelque chose qui peut-être tournait pas rond avec l'alimentation, l'industrie alimentaire, les pesticides, les additifs dans les produits, les plats cuisinés, etc. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit peu les dessous de cette industrie avec finalement un insider qui a passé plus de 30 ans de carrière dans cette industrie et qui va nous révéler des détails, je le sais déjà, et je vous le prédis, qui vont vous choquer. Je vais accueillir Christophe Brusset. Et cet épisode va vous révolter comme il m'a révolté quand j'ai lu son livre. Donc je vous remercie de toujours soutenir plus nombreux cette chaîne. Ça nous permet d'inviter des personnes comme ça et ça nous permet tous d'apprendre des choses, de s'élever, de remettre en question parfois ce qu'on nous dit. Merci de vous abonner, merci de liker. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les dimanches à 18h sur Les Découvreurs et c'est parti aujourd'hui avec Christophe Brusset. Christophe Brusset, bonjour, bienvenue dans Les Découvreurs. Bonjour Yann, merci pour l'invitation. Très content de vous recevoir. Alors je suis partagé, c'est-à-dire que d'un côté je suis très content, mais de l'autre côté je vais partager un petit peu mon parcours avec vous. C'est la première fois que je vous rencontre, mais pas vraiment. Parce que vous avez commis plusieurs livres sur l'industrie agroalimentaire. Vous êtes ingénieur agroalimentaire et ingénieur de production. Vous avez une carrière longue avec plein d'évolutions. Vous avez été acheteur, donc trader finalement, mais sur des matières premières pour l'industrie agroalimentaire. Vous avez 20 ans d'expérience dans cette industrie-là. Et vous avez travaillé pour les plus grands groupes que tout le monde connaît. On verra si on les cite ou pas. On va essayer d'éviter les procès. Mais en tout cas, vous avez été témoin de plein de choses. Peut-être du bon, mais aussi du pire et des dérives de cette industrie-là. Et à 44 ans, vous avez décidé de briser un peu la loi du silence et vous avez publié votre premier livre. Vous êtes fou d'avaler ça. C'était en 2015. Ouais. Moi, c'est un livre que j'ai connu super tard. J'avais raté l'info, je sais pas pourquoi. Et j'ai dû le lire il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et je vous avoue qu'il m'a scandalisé. Pas parce que vous êtes un salaud, c'est parce que non, vous êtes là pour qu'on dialogue, mais parce que l'industrie que vous représentez et que vous représentiez à l'époque, vous allez nous dire aussi où vous en êtes, a connu des dérives absolument dingues. Et tout l'enjeu de cette émission, c'est que je comprenne, et surtout les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours dans ces dérives-là? Parce que j'avais l'impression vraiment quand j'ai refermé le livre qu'on nous mentait, qu'on nous empoisonnait, qu'on nous dupait, qu'on nous faisait payer trop cher, etc. Depuis, vous avez fait 3 autres livres sur les solutions justement pour manger mieux, sur le bio qui apparemment est également une fumisterie totale sur plein de choses, et votre dernier en 2022, La Malbouffe contre-attaque, où finalement on se dit que peut-être on en est sorti, mais finalement non. J'ai dressé un tableau super noir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, j'allais dire effectivement, il y a du vrai dans ce que vous avez dit, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai écrit ce premier livre dont vous parlez justement pour essayer de faire changer les choses. Les choses évoluent, malheureusement relativement lentement, mais il y a du mieux. Donc il y a quand même du positif à en tirer. Après, il y a tellement de choses à dire, il faudrait qu'on aille dans les différents sujets les uns après les autres. Donc, on va y aller. Allons-y. Peut-être, je vais partir sur un peu certaines anecdotes qui m'ont marqué, pour que juste les gens comprennent le niveau supposé ou pas, c'est vous qui allez m'expliquer, j'ai envie de choisir mes mots, mais je sais pas, il y a un niveau peut-être limite d'arnaque du consommateur par certains groupes, à certains moments, et vous expliquez très bien dans votre livre que c'est pas à chaque fois, c'est des fois il faut sauver des situations. Moi j'ai l'impression que votre quotidien à l'époque, c'était de composer avec la réalité et de sauver des situations. Et l'exemple le plus marquant, celui qu'on vous ressort à mon avis à chaque fois, c'est l'histoire des tomates au cadavre de rat, quoi. Le piment, le stock de piment qui contenait des excréments de souris et des cadavres de rats séchés. Vous pouvez expliquer cette histoire? C'est extrêmement vaste en fait. C'est vrai que vous l'avez dit, j'ai une carrière assez longue, donc moi je suis de formation, donc j'ai commencé par un DUT agroalimentaire, parce que moi au départ c'était une vraie passion.
la nourriture. Je me rêvais acheteur d'épices quand j'étais tout petit. Donc voilà, il y avait une publicité qui passait à la télé quand j'étais petit qui s'appelait El Gringo. C'était quelqu'un qui allait acheter du café dans les pays du monde. Et c'était un personnage un peu l'aventurier qui débarquait à l'autre bout du monde pour acheter les meilleurs cafés. Il est bon ton café Gringo. Exactement. Je me rappelle très bien. Et le café El Gringo, c'était la marque. La marque, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Et pour moi, c'était une vraie source d'inspiration. Je me serais très bien vu à la place de ce personnage-là acheter. Moi, mon rêve, c'était les épices. Être acheteur d'épices dans le monde entier, c'était mon rêve. Et je l'ai réalisé 10-15 ans plus tard. J'ai démarré par un DUT agroalimentaire, ensuite ingénieur agroalimentaire. Et quand j'étais en stage d'ingénieur, j'ai rencontré dans l'entreprise où je travaillais une personne qui était aux achats, donc aux achats d'épices, acheteur d'épices. Parce que je faisais un stage dans une entreprise d'épices, le numéro 1 français de l'époque. Et j'ai découvert un métier qui m'a vraiment passionné. J'ai fait ensuite un 3e cycle de formation dans les achats et j'ai commencé ma carrière comme ingénieur production projet. Et ensuite, je suis passé aux achats. Donc acheteur, responsable achat, trader, directeur des achats. Donc j'ai fait vraiment toute la chaîne de la production, des projets aux achats et ensuite dans différentes entreprises agroalimentaires. Donc j'ai touché les surgelés, les épices, le miel, les sauces, les produits frais, la 4e gamme. Enfin vraiment, j'ai eu une vision assez large et dans plusieurs entreprises. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis plutôt épanoui dans certaines d'entre elles. Et ensuite, effectivement, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'anomalies. Donc entre le fantasme que j'avais étant jeune de la nourriture idéalisée, voyager dans le monde entier, trouver les meilleurs produits, ce que faisait El Gringo, les cafés rares, les épices rares, souvent c'était plutôt comment baisser les prix. Donc moi j'ai connu depuis le début de ma carrière jusqu'à quasiment maintenant, l'acheteur, donc mon métier était de trouver le produit le moins cher, du moins cher, du moins cher, et chaque année la pression m'était remise pour encore baisser les prix. Donc on s'est retrouvé d'année en année à dégrader la qualité et à aller quelquefois un peu plus loin, c'est-à-dire à faire des manipulations ou même des fraudes carrément. Pourquoi ? Parce que soit on avait une situation concurrentielle délicate, c'est-à-dire il fallait qu'on arrive à placer nos produits, puisque la grande distribution, notamment en France, ne fait pas de cadeaux. Si vous êtes le moins cher d'un dixième de centime, c'est chez vous qu'on va. Sinon, vous perdez le marché. Et quelquefois, perdre un marché, ça veut dire fermer une ligne, fermer une usine, mettre des gens au chômage. Donc on n'avait pas le droit quasiment de perdre un marché. Ce qui fait qu'on a fait n'importe quoi pendant des années. Et ça, pas dans une entreprise, mais dans plusieurs. On est arrivé à tous les scandales alimentaires qu'on a connus. On a connu ces dernières années beaucoup de scandales. Et moi, ce qui a déclenché l'écriture de ce livre en 2015, c'est le scandale des lasagnes au cheval. Oui. Si vous vous souvenez, l'affaire qu'on a appelée l'affaire Buitoni, Spanghero à l'époque. Et moi, ça m'a touché de près parce que je l'ai suivi de près. Et un de mes meilleurs amis était acheteur chez Findus à l'époque. Donc juste pour expliquer aux gens peut-être qui n'ont pas suivi, les lasagnes au bœuf, il n'y avait pas de bœuf. Il n'y avait pas de bœuf. C'était du cheval. Exactement. Alors c'était entre guillemets assez drôle puisque en 2001, il y avait eu l'affaire des raviolis au bœuf qui contenaient pas de bœuf. Au bœuf qui contenait pas de bœuf. Et en fait, ils contenaient tous des déchets de volaille. Il contenait de la plèvre de volaille, des poumons de volaille, des cartilages, enfin tous les sous-produits qui se retrouvaient en ravioli. Et à l'époque, le scandale avait été révélé par le journal Capital en 2001, donc vous voyez bien avant, et c'était passé totalement inaperçu. Donc moi j'avais l'information au coin de ma tête, et puis après quand il y a eu ce scandale donc, du lasagne au cheval en 2012, ça a fait l'affaire que vous connaissez, on en a parlé dans le monde entier. Moi à l'époque j'étais à l'étranger, je le suivis de loin. Et j'étais frustré d'entendre, alors nos ministres de l'agriculture à l'époque qui disaient oui mais non c'est à l'étranger, c'est pas en France. Nous en France on a la meilleure industrie du monde, on fait tout très bien, mais à l'étranger effectivement c'est possible. Et puis en fait on s'est rendu compte que c'était en France notamment. Et puis les industriels et leurs représentants qui disaient non c'est pas possible, on a la meilleure industrie du monde, etc. Et personne ne disait non, il y a des problèmes et si on ne met pas le doigt sur les problèmes, jamais on les résoudra. Et c'est là où je me suis dit, moi je vais raconter ce que j'ai connu, les anomalies, ce que je considère comme une anomalie. Je les explique, je dis comment ça se passe, de manière à ce que ce ne soit plus possible et qu'on apporte des solutions. Et ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que vous l'expliquez justement avec ce prisme-là. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui décide d'arnaquer les gens, de les voler, de faire une folie. Absolument. C'est tout un système qui fait qu'on doit tirer les prix vers le bas, et puis les entreprises sont grosses, et puis on n'est qu'un pion dans un échiquier, et ça conduit à des folies. Exactement. Vous pouvez me raconter cette anecdote du piment ?
Bah, c'est un système, c'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque avait des difficultés financières, on était sous pression constante. L'industrie alimentaire est une industrie à faible marge. Hein, si on doit comparer par la pharmacie ou d'autres industries, on a des grosses marges, beaucoup plus de valeur ajoutée. Une marge habituelle dans l'industrie alimentaire, c'est moins de 10%, c'est 8-10%. Donc ça ne laisse pas beaucoup de manœuvres pour pouvoir investir, pour pouvoir payer les gens correctement, etc. Donc là où j'étais, effectivement, j'étais constamment sous pression pour trouver des astuces, pour baisser le prix du poivre. Et dans le cas du piment dont vous parlez, on avait acheté un lot de piment. Alors là, sur le lot en particulier, on s'était fait un petit peu avoir par le fournisseur. Mais on avait reçu des quantités importantes de piment qui avaient été contaminés par les souris, les rats. Ça avait été oublié dans un entrepôt. Et puis, il y avait des tas de souris, des rongeurs qui avaient uriné, crotté au milieu des sacs, éventré, fait leur nid. Il y en a qui étaient morts dedans, enfin voilà. Et ce lot, donc il était rempli de crottes, de poils, de cadavres de souris. Enfin, on ne savait pas quoi en faire parce que c'était des piments flakes, donc des flocons de piment, pas de la poudre, mais des morceaux un peu gros. Et si on le nettoyait, le tamisait, on n'arrivait pas à séparer les crottes de souris des flakes qui étaient à peu près de la même densité. Donc on avait beau le nettoyer, le passer dans les machines et les tamis, etc. On n'arrivait pas à le rendre propre. Et on parle de beaucoup de tonnes. De mémoire, on devait avoir entre 200 et 300 tonnes de mémoire. D'accord. Oui, des quantités industrielles, forcément. Ouais. Parce que le piment, c'est une des épices les plus consommées. Donc ça sert déjà de piment. Bon, quand vous achetez du piment poudre, vous en avez. Mais dans toutes les préparations un petit peu épicées, vous en avez. Donc on en retrouve dans le curry, on en retrouve dans le mélange d'épices pour, couscous, dans le ras el hanout par exemple. Donc toutes les préparations un peu pimentées, un peu fortes, vous avez du piment. Donc c'est la base de beaucoup de préparations et c'est un produit important. Donc moi j'en ai importé plusieurs centaines de tonnes, peut-être 1000 ou 2000 tonnes par an. Okay. Donc essentiellement d'Inde. Et ce lot-là venait d'Inde. Donc on avait ce problème-là et la solution logique, c'était de jeter. On ne pouvait pas le nettoyer, on ne pouvait pas le rendre propre. Et finalement, l'autre solution, c'était de tout broyer, de tout débactériser, donc de tout traiter à la vapeur d'eau, donc à la vapeur pour enlever les bactéries, et de le diluer gentiment avec des lots propres, entre guillemets, pour avoir un produit propre au final. Alors, c'est ce qui a été fait. Oui, et je sais déjà ce que pensent les gens, et vous expliquez un truc dans votre livre qui est dingue, c'est que sur le papier, ce que vous êtes en train de raconter, c'est un scandale. Absolument. Mais votre vision à l'époque, je vais parler pour vous, mais dites-moi si je me trompe, c'est que finalement, étant donné que ça passe, parce qu'on a quand même débactérisé avec la vapeur, etc., et que ça passe les contrôles sanitaires et qu'on risque rien, oui. C'est OK. Oui. Il n'y a pas de... Effectivement, le produit, c'est-à-dire que... Alors, si on se remet dans la psychologie, et c'est ça aussi quand j'ai écrit ce livre, je trouvais intéressant d'expliquer un peu la psychologie des personnes qui travaillent dedans. Les gens qui travaillent dans l'industrie sont des gens ordinaires, comme vous et moi, forcément. Mais comme n'importe qui, en fait. Si ce n'est que moi, j'avais la passion de l'alimentation, de la bouffe. C'est pour ça que je travaillais là-dedans. Et beaucoup de mes collègues aussi, au départ, l'avaient. Donc, quelque part, oui, il y a un peu une dichotomie entre notre passion d'origine, l'intérêt qu'on porte au produit, et puis ce qu'on fabriquait au final. Mais c'est vrai que la limite, la ligne rouge, c'était de ne pas empoisonner les gens, de ne pas les rendre malades. Donc, ce produit-là, effectivement, débactérisé, donc si on le stérilisait, en fait, il n'y avait pas de risque sanitaire. Vous ne risquez pas de tomber malade. C'est juste que si vous saviez qu'il y avait dedans des crottes de souris, des poils de rat et peut-être quelques cadavres qui soient broyés... Oui, c'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse, ouais. Donc... pour nous, quand on en parlait en réunion, alors c'est marrant parce qu'il y avait le directeur de production, il y avait le directeur général, donc il y avait les acheteurs, il y avait la qualité, il y avait le comité de direction, qui on était, je sais plus, 7-8. C'était une discussion entre guillemets normale, quoi. Tout le monde est au courant. Ah, tout le monde est au courant, forcément. Et ça pose zéro problème. Il n'y a pas quelqu'un qui dit on va le jeter. Disons que il faut voir, ça sort pas. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de problème. Puisqu'à l'époque, dans cette entreprise-là, on avait du miel, on avait aussi pas mal de soucis, on avait d'autres épices, on avait le même genre de pratique, on avait des infusions et des tisanes, on avait ce genre aussi de problème. Donc, c'est un environnement avec des personnes qui travaillent dans cet environnement depuis des années. Nos pratiques, nos concurrents les faisaient. On travaillait avec des Indiens qui faisaient bien pire, on travaillait avec des Turcs qui faisaient bien pire, on travaillait avec des Anglais qui faisaient la même chose, des Belges, des Hollandais, je ne vous raconte même pas. Donc, c'est un environnement, c'est un milieu. C'est-à-dire, cette pratique qui, à vous, vue de l'extérieur, vous paraît totalement lunaire, pour nous, c'était presque notre quotidien.
Et on savait que c'était le quotidien aussi de nos fournisseurs, de nos clients. Nos clients aussi sont au courant. Enfin, je veux dire, quand on vend en grande surface et que de temps en temps ils retrouvent des poils de souris dans le produit, qui disent voilà, on a une réclamation, on a retrouvé des poils de souris, il faut, à un moment donné on discute, ils savent très bien ce qui se passe. On parle juste d'une réclamation. Oui, mais il n'y a pas. Une réclamation, c'est un papier, c'est un document officiel, mais après il y a toutes les discussions qui se font. Les discussions commerciales, les audits, quand les gens viennent nous voir, enfin. C'est comme l'affaire des lasagnes. Je veux dire que quand les clients vous disent oh, on n'était pas au courant, alors oui, on payait du bœuf 3 fois moins cher que le cours normal du bœuf, mais on ne pouvait pas supposer qu'il y avait un problème. Bah, bien sûr que si. Mon ami qui travaillait là où je vous ai dit, il savait très bien que ce qu'il achetait, il était bizarre, son bœuf. Il le savait. Mais il n'a pas voulu chercher. Parce qu'il savait que s'il cherchait, il trouverait quelque chose. Donc il n'a pas cherché volontairement. Donc ce que vous nous dites dans votre premier livre, c'est que toute l'industrie est complaisante, des acheteurs aux vendeurs, aux clients, aux grandes surfaces. Une grosse partie. Je ne peux pas dire toute, parce que j'imagine que dans le lot, il y a, même à l'époque, des gens qui travaillaient mieux que d'autres. Mais si vous travaillez mieux que les autres, si vous faites tout comme il faut, si quand vous avez un problème sur un lot à 300 tonnes, vous le mettez à la poubelle, c'est-à-dire que vous perdez 300 tonnes de produits qui ont dû vous coûter, je ne sais pas moi, peut-être à l'équivalent aujourd'hui de 1 euro, 1,50 € du kilo, parce que le piment c'est pas très cher. Donc vous perdez quand même, je ne sais pas moi, 200 000, 300 000 euros quoi. Donc ça veut dire que tout ça, ça se répercute sur vos coûts. Si vous faites du vrai poivre de qualité, même pour les clients qui ne veulent pas le payer, vous n'êtes pas compétitif, vous perdez des marchés. Donc, si vous voulez jouer dans la cour des grands, quelque part, à l'époque du moins, c'était nécessaire. Sinon, vous n'étiez pas compétitif, vous étiez hors marché. Vous parlez du poivre. Et vous parlez beaucoup des épices dans votre bouquin, parce que vous avez été vraiment là-dedans. Et à quel point on nous trompe sur les épices. Là, vous parlez du poivre qui, par exemple, qu'il n'en est pas. On nous trompait. Je suis plus dans le marché des épices, alors ça a peut-être changé, ça a sûrement changé, j'imagine, depuis, parce que bon, forcément, quand j'ai raconté dans mon livre tout ce qui se faisait, comment on le faisait, d'où venaient les produits, comment c'était fabriqué, j'imagine que maintenant c'est beaucoup plus difficile de le faire. Mais effectivement, le poivre, oui, on faisait du poivre avec des baies avortées, avec ce qu'on appelait des punaises, on faisait du poivre avec des baies, du poivre épuisé. Donc des déchets de poivre, si vous voulez. Ouais, va falloir expliquer. C'est-à-dire que le poivre, c'est pas du poivre. En fait, si vous voulez, alors, les épices, mais c'est vrai pour la plupart des produits alimentaires, vous avez une norme. Vous avez une norme AFNOR qui vous dit, voilà, du poivre, pour être considéré comme du poivre, il doit respecter telle caractéristique. Okay. Voilà, poivre noir, il doit avoir telle densité, tant de matière sèche, tant d'huile essentielle de poivre, c'est la pipérine, X%. Il doit avoir il y a une tolérance pour les corps étrangers, donc la poussière, parce qu'il y a de la poussière toujours, c'est inévitable. Donc, il y a une norme. Si vous êtes dans la norme, donc vous pouvez dire que votre produit est du poivre noir. S'il y a un des paramètres qui n'est pas, votre poivre n'est plus du poivre. Même s'il vient de la plante. Okay. Si vous prenez une feuille de poivrier, ça vient du poivrier, mais c'est pas du poivre. C'est pas la baie, ça n'a pas la même composition, ça n'a pas les huiles essentielles, etc. Donc si vous avez un poivre, donc une graine de poivre qui pousse, mais qui à un moment donné a un problème et qui avorte, c'est-à-dire qui ne fait pas la graine entière, vous avez juste l'enveloppe, ça c'est du poivre, c'est ce qu'on appelle des peanuts, tête d'épingle en anglais. Donc c'est des baies avortées de poivre. Ça, par contre, ça peut être récolté, broyé en poudre et mélangé au poivre. Parce que quelque part, la composition est assez proche, si ce n'est qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Donc si vous avez un poivre qui a un niveau d'huile essentielle suffisamment élevé, vous pouvez diluer à 1, 2, 3, 5, 10% avec ce sous-produit qui vaut 10 fois moins cher. Et donc, grâce à ça, vous pouvez récupérer assez facilement quelques pourcents de marge. Même chose, alors le poivre épuisé, c'est que beaucoup d'industriels n'utilisent pas le poivre dans leurs produits. Si vous faites un plat préparé, c'est mieux d'utiliser de l'huile essentielle de poivre, puisque c'est un produit qui est standardisé, qui a toujours la même composition, et donc si vous en mettez X grammes, vous aurez toujours le même piquant. Alors que le poivre, c'est un produit naturel, c'est récolté, ça vieillit avec le temps, si c'est mal conservé, vous avez des différences de goût et de puissance en fonction des lots de poivre. Donc un industriel préfère la stabilité, donc on produit de grosses quantités d'huile essentielle de poivre qui sont obtenues par distillation. Et c'est comme le marc de café, quand vous récupérez le café, vous avez l'arôme qui est extrait et vous avez le marc de café qui reste, qui est un déchet. Et bien le poivre, même chose, mais le marc de poivre, ce qu'on va dire, c'est ce qu'on appelle le poivre épuisé. Et ça pareil, c'est une composition proche du vrai poivre, sans l'huile essentielle. Donc si vous prenez ce déchet et que vous le mélangez à du poivre, vous faites baisser vos coûts de revient. Donc ça, c'était des pratiques communes. Il y a la même chose avec la vanille. La vanille, c'est encore un cas particulier qui pour moi est encore plus scandaleux, puisque aujourd'hui,
Si vous allez dans votre supermarché, vous achetez de la glace à la vanille ou des yaourts à la vanille, vous verrez très souvent gousse de vanille épuisée. C'est du déchet de vanille. C'est fou parce que c'est écrit sur l'étiquette. Oui, mais personne n'est au courant. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que c'est pratiqué. C'est pour ça aujourd'hui que l'industrie utilise encore des gousses de vanille épuisées. Et elle le met. Alors, il y a gousse de vanille, mais le terme épuisé, personne ne sait ce que c'est. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais c'est un déchet, ça devrait être interdit. Et donc c'est juste de la déco dans les yaourts pour avoir les petits points noirs de la vanille. Exactement, c'est ce qu'on appelle un marqueur visuel. C'est pour vous faire croire qu'on met de la vraie bonne vanille dans votre produit. Donc, ça ne donne aucun goût. Non, c'est comme si vous preniez une glace au café, qu'on vous mettez un arôme café, un colorant et du marc de café, en vous disant, bah voilà, on a mis du bon café dans la glace au café. Et dans la glace à la vanille, pareil. On met pas de la vraie vanille, on met un arôme artificiel qui coûte 3 fois rien, qui est fait à partir de copeaux de bois, véritablement. On vous met un colorant, on vous met un colorant jaune, un peu de caramel traité à l'ammoniac, et puis on vous met de la gousse de vanille épuisée. De copeaux de bois. Non, la gousse de vanille épuisée, non, non, mais à l'arôme de vanille. Oui. Oui, l'arôme de vanille synthétique est fabriqué à partir de bois, à partir de cellulose. D'accord. Donc on dégrade la cellulose. D'ailleurs, le plus gros fabricant mondial d'arômes synthétiques de vanille est, je crois, la plus grosse entreprise de bois, je crois, de Suède ou de Finlande. Alors, c'était en 2015. Est-ce que ça va mieux? Alors, en 2015, alors quand le livre est sorti, au début, je voulais pas que mon nom apparaisse parce que je m'attendais à quelques animosités de la part de mes anciens collègues, anciens employeurs, etc. Je m'attendais aussi à un certain soutien de ceux qui voulaient faire le ménage. Et en fait, ça a fait un vrai raz-de-marée. Ça a vraiment eu une très très grosse incidence. Alors, dans le public, ça a été bien perçu, dans les médias aussi, mais dans l'industrie, ça a été énorme. Ça a été énorme. Tout le monde en a parlé. J'imagine. Donc, ceux qui j'ai travaillé étaient en panique, étaient vraiment en PLS. D'anciens collègues ont eu peur simplement, ne serait-ce que de me parler, de peur qu'on sache qu'ils étaient en contact avec moi, tellement la peur et la pression est présente. Et ça a fait évoluer certaines pratiques. J'ai quand même reçu des lettres de menaces, des courriers d'avocats, des communiqués injurieux et incendiaires des syndicats représentant l'industrie alimentaire. Alors, ce qui m'a beaucoup déçu, parce que je me suis dit que quelque part, ils auraient dû comprendre la démarche, c'est-à-dire certaines pratiques nuisent à l'industrie, les cacher et les défendre, c'est pas servir l'industrie. À mon sens, on aurait dû dire oui, il y a un problème, prendre ce T0, enfin ce temps initial du scandale des lasagnes, en se disant oui, il y a un vrai problème, résolvons le problème, faisons-nous le ménage, plutôt que laisser perdre la confiance des consommateurs. Et ils ont joué cette carte en disant non, en gros ils ont dit, voilà, un communiqué, ils disaient fraudeur un jour, fraudeur toujours. Fraudeur, enfin, moi j'étais employé chez un fraudeur, mais c'était pas moi le fraudeur, je faisais ce qu'on me demandait. Donc les représentants des industriels ont dit voilà, tout ce qu'il dit là n'est pas vraiment vrai, par contre tout ce qu'il dit de positif, oui c'est vrai. Donc vous voyez, c'est-à-dire que bon, il dit pas forcément des choses vraies, mais c'est plus le cas, mais ce qu'il a dit oui peut-être, mais à une autre époque, ou alors pas en France. Alors en fait si, c'était en France, c'est un des multinationales. Donc ça a été mal perçu, malheureusement. Mais il y a eu du changement entre 2015 et 2020, j'ai pu le constater, puisque comme vous l'avez dit, j'ai fait plusieurs bouquins, donc j'ai eu des discussions avec les médias, des associations, etc. Et effectivement, les choses s'améliorent. Doucement, mais elles s'améliorent. Et ça n'empêche pas les scandales, malheureusement. Oui, parce que récemment, il y a encore eu des scandales. On parlait tout à l'heure en off de l'eau et des bouteilles d'eau contaminées. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a les auditions donc, de Nestlé Waters par rapport au traitement illégal qui a été fait sur les eaux minérales. Donc, puisque, pour rappel, donc, c'est une affaire où des producteurs d'eau minérale, donc qui sont censés puiser à la source une eau naturellement pure, c'est ce qu'on entend dans les publicités, eau naturellement pure, et en fait non, l'eau elle est souvent contaminée, ce qui fait qu'ils ont mis en place un système frauduleux, interdit, de traitement des eaux minérales, ce qui fait que l'eau minérale n'est plus une eau minérale, mais ça devient une eau du robinet. Elle n'est pas censée être traitée normalement, elle est censée sortir de la source. Elle est censée être pure. Donc si votre source est contaminée, c'est facile, vous fermez la source, il n'y a pas d'alternative. Ce qui s'est passé, c'est que, et on le sait aujourd'hui avec les auditions qu'il y a eu dernièrement, c'est que avec la complicité de l'État, ces entreprises ont mis en place des systèmes de traitement d'un produit qui est censé être pur. Et l'ont vendu aux consommateurs, bien sûr sans l'avertir,
une eau qui était en fait traitée alors qu'elle ne devait pas. Mais vous parlez de ce scandale-là, mais on a eu le fipronil auparavant, on a eu l'affaire Buitoni avec les pizzas contaminées, on a eu l'affaire Kinder il n'y a pas très longtemps, pareil, il y avait des contaminations. On a eu des scandales sur le bio à l'appel, enfin des scandales, oui, c'est quasiment chaque jour. Et moi je suis régulièrement tous les rappels de produits, mais des rappels de produits des services des fraudes, vous en avez quasiment quotidiennement. Est-ce que l'industrie n'est pas condamnée justement à toujours trouver un nouveau moyen astucieux de tricher, étant donné que les marges sont si basses, étant donné qu'on est de plus en plus à devoir manger, les prix se tirent vers le bas avec le hard discount, etc. Ça devient plus difficile. Déjà, il y a quand même une prise de conscience, c'est-à-dire que moi à mon époque, j'ai connu, je me souviens très bien. Alors, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle dans une réunion, dans l'entreprise où je travaillais, on avait ouvert une filiale en Chine, puisque j'importais des épices, du thé vert notamment, et aussi des légumes surgelés de Chine. On avait ouvert une usine sur place pour travailler le produit. Et quand on avait ouvert l'usine, souvent en Chine, du moins à cette époque-là, vous faisiez l'usine et des bâtiments d'habitation accolés à l'usine, pour que les ouvriers viennent de provinces reculées, résident sur place, travaillent sur place et ensuite rentrent chez eux. Et je me souviens, on avait fabriqué l'usine et le bâtiment pour les ouvriers n'était pas fini. Et le DG de l'époque avait dit, grand humaniste, avait dit, c'est pas grave, on a des cartons, ils dormiront sur les cartons. Béton, carton, pour un ouvrier chinois, selon lui, c'était tout à fait satisfaisant. Et un de mes collègues a dit non, on ne peut pas se comporter comme une entreprise locale, on est une entreprise européenne, on a un standard. Et voilà, et ce gars-là, je l'ai plus revu. Il s'est fait virer. Il s'est fait virer à l'instant. Donc, c'est-à-dire que c'est pas du tout, là je parle de cette entreprise, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres, vous ne pouvez pas aller contre les décisions qui sont prises par la direction, vous ne pouvez pas défendre la veuve et l'orphelin, vous ne pouvez pas défendre le consommateur. C'est extrêmement mal perçu. Vous devez défendre l'entreprise et l'intérêt de l'entreprise. Donc ça contribue effectivement à cette démarche souvent malsaine où on ne se pose pas trop de questions. Alors, ce qui fait changer les choses, c'est les contrôles, les méthodes d'analyse qui progressent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on détecte plus facilement des pesticides, des contaminants, donc tout ce qui est laboratoire, ça progresse. Les lanceurs d'alerte, malgré tout, parce qu'il y en a. Donc, modestement, j'ai quand même montré l'exemple dans l'industrie alimentaire. Alors, j'ai eu des conséquences, mais bon, d'autres personnes. Dernièrement, j'ai retrouvé un ami avec qui j'étais étudiant en IUT dans les années 90, donc c'est pas jeune. Et il s'est fait licencier du numéro 1 ou numéro 2 français du fromage parce qu'il l'a ramené, parce que voilà, on lui a demandé de produire un produit de mauvaise qualité. Il a dit non, éthiquement ça se tient pas. Il s'est fait virer. Donc c'est extrêmement difficile d'être le mouton noir ou le lanceur d'alerte dans cette industrie, encore aujourd'hui. Quand j'ai recommandé ce livre, je l'avais recommandé à la communauté quand je l'ai lu, tellement il m'a interpellé. À ma famille également, je me rappelle très bien, ma mère l'a lu, etc. Elle a dit il faut à tout prix lire ça. Un des feedbacks que j'ai eu, c'est impossible. Les pouvoirs publics ne laisseraient pas faire ça. Mais non, on les a. Alors ma carrière, elle a commencé en 93, mais j'ai eu 2 contrôles dans ma vie, J'ai vu les. Alors, une fois parce qu'on a été dénoncé. C'était parce qu'on trichait sur. Alors, vous voyez, on parle des fraudes. Il y a plein de formes de fraude. Là, on évitait de payer une taxe sur les huiles. Une taxe sur les huiles qui était qu'en France. Parce qu'en France, record du monde voilà, ça n'aide pas non plus pour la triche. Je l'ai dit en passant, parenthèse. Mais... Non, et puis ça détruit l'industrie française. Donc les taxes en France détruisent l'industrie. Il faudrait quand même que les gens en aient conscience. C'est-à-dire qu'en France, on payait une taxe. On était les seuls au monde à payer cette taxe-là sur les huiles. Taxe sur les huiles alimentaires. Ça s'appelait la BAPSA à l'époque. Et nous, comme on avait des usines à l'étranger, on avait une usine notamment en Allemagne, donc on avait trouvé astucieux de faire acheter notre huile par l'usine allemande, qui nous la revendait en France ensuite, avec un nom allemand, on appelait ça la sauce Warmischung. Donc personne ne savait ce que c'était. Officiellement, ça veut dire sauce de pré-mélange. Voilà. Et en fait, non, c'était de l'huile. Et comme c'était officiellement pas de l'huile, on ne payait pas la taxe. Donc ça nous donnait un avantage compétitif par rapport à nos concurrents français, qui eux payaient la taxe. Donc, vous voyez, c'était aussi une autre forme de... Voilà. Donc, on s'est fait dénoncer, on a eu un contrôle. Forcément, on nous a dit, vous faites un truc illégal. On dit, désolé, on ne savait pas. Les Allemands, ils font n'importe quoi. On s'excuse, on régularise, et c'est fini. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de sanctions. On a été contrôlé parce qu'on a été dénoncé. Mais des contrôles, j'en ai eu un autre sur le thé vert de Chine. Là, pareil, parce que les autorités, quand ils ont fait des contrôles sur les pesticides de thé vert importés de Chine, ils se sont rendus compte que c'était presque toxique.
Mais là, c'était une alerte européenne. Et c'est pareil, c'est passé sous le radar. Et puis, j'ai dû avoir encore un contrôle sur, je sais plus, peut-être sur l'importation de truffes de Chine, ou voilà, mais c'est tout. Enfin, quasiment jamais. En combien d'années? En 20, 30 ans? Oui, 30 ans. Donc, il n'y a quasiment pas de contrôle. Il faut savoir que donc, les contrôles en France, c'est la DGCCRF, donc Direction Consommation, Répression des Fraudes, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle aujourd'hui. Et leurs effectifs baissent de 10% par an quasiment. Et ils doivent contrôler tout ce qui rentre, tout ce qui sort, l'alimentaire, le textile, l'électronique, les voitures. Enfin, voilà, c'est une tâche impossible. Impossible. Donc en fait, on n'est quasi pas contrôlé. Et donc c'est de l'autocontrôle, c'est ça que vous expliquiez? C'est la réglementation qui vous impose l'autocontrôle. Donc vous êtes censé vous autocontrôler. Le législateur vous dit? Oui. Ah, super. Moi j'aimerais bien que ça se passe pareil pour les contrôles routiers ou pour l'excès de vitesse, parce que là je veux dire, ce serait... Déjà aujourd'hui, moi je suis venu en voiture aujourd'hui, je peux vous dire que je me suis fait doubler plusieurs fois, pareil, j'étais plutôt bien au niveau limite, quoi. Donc non, l'autocontrôle ça marche pas, c'est évidemment que ça marche pas. Moi j'ai connu, et jusqu'à il y a pas 25 ans, hein, j'ai connu des périodes où on contrôlait un lot une fois, l'analyse n'était pas bonne, on va envoyer le lot à un autre laboratoire pour voir, hop, deuxième contrôle, le lot est pas bon, allez on va envoyer à un autre laboratoire, on va essayer avec un laboratoire belge, on envoyait à un autre laboratoire belge, l'analyse est toujours pas bonne, si on envoyait au laboratoire machin qui trouve toujours bon, ok, alors on envoie au quatrième laboratoire, l'analyse est bonne, c'est bon, hop, on balance les autres, on garde la bonne et on vend. Il faut juste avoir un papier, quoi. Il faut juste avoir un papier, exactement. On est dans une culture aujourd'hui de la bureaucratie et de la paperasse. Donc oui, effectivement, il faut juste avoir un papier. Le bio, parce que vous avez un livre entier sur le bio. Le bio. Parce que moi, quand j'entends bio, moi je m'intéresse au sport, à la nutrition, j'essaie d'être bien dans mon corps. Et je me dis, les produits bio, il n'y a pas de pesticides, il y a moins de molécules dangereuses, etc. C'est beaucoup plus cher. Il faut quand même le vouloir pour manger bio. Oui, alors le bio, il y a beaucoup à en dire. Alors déjà, première chose, je suis pour le bio. Okay. Donc voilà, donc je suis vraiment un défenseur du bio et je suis un consommateur de bio. Je consomme quasiment que du bio. Okay. Voilà. Sauf quand vraiment les prix sont exagérés. Mon épouse me tire par l'oreille. Payer la carotte 5 fois plus cher, c'est quand même un petit peu exagéré. Ok, pour cette fois-ci. Donc le bio, c'est quoi? Le bio, c'est déjà une norme. Donc il n'y a pas un produit qui est bio ou pas bio par essence. Il doit respecter un cahier des charges. Donc le premier problème, c'est le cahier des charges. Qui le fait? Comment il est fait? Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les restrictions? Vous le disiez, c'est moins de pesticides, c'est pas de produits chimiques, c'est moins d'additifs. Donc oui, le bio, quand c'est fait correctement, c'est mieux que le produit conventionnel. Comment ça, c'est moins de pesticides? C'est pas de pesticides chimiques, pas de chimie. Mais vous pouvez avoir des pesticides, entre guillemets, naturels si on veut. Enfin, naturel, c'est mal choisi. Naturel, ça veut pas... non chimiques. Par exemple, si vous prenez du sulfate de cuivre, bouillie bordelaise comme on appelle, c'est autorisé en bio dans certaines cultures. D'accord, donc c'est des pesticides qui ne sont pas faits par les grands laboratoires, etc. Voilà, ce ne sont pas les produits les plus toxiques, ni les plus efficaces d'ailleurs. Vous avez des produits plus naturels. Par exemple, la lutte intégrée ou la lutte compétitive est autorisée. Par exemple, là où je travaille aujourd'hui, on produit des produits de traitement des cultures. Donc pour le bio, ce sont quelque part des levures dont on asperge les cultures, et les levures vont empêcher les mauvaises bactéries, les maladies d'attaquer la plante. Donc, vous voyez, ça c'est des produits plus naturels. Donc le bio, normalement, déjà il n'y a pas d'engrais de synthèse. En fait, il faut savoir que le bio, c'est ça l'origine du bio. C'est une réaction contre l'introduction de l'engrais de synthèse. Donc, puisque l'engrais de synthèse, il faut savoir que quand on a commencé à fabriquer de l'engrais de synthèse, ça a complètement changé le paysage agricole. Puisque avant, il fallait produire du fumier pour pouvoir engraisser la terre. Mais dès qu'on a pu fabriquer de l'engrais de synthèse, on a pu se débarrasser des animaux, puisqu'il ne fallait plus de fumier, et on a pu se spécialiser en monoculture. C'est-à-dire faire que du blé, que du maïs, que du soja, et se débarrasser des quelques animaux qui servaient à faire le fumier. Puisqu'on avait donc de l'engrais concentré, chimique, qui permettait une super productivité. Donc on a fait des fermes plus grosses, on a fait de la culture intensive, et ça a complètement transformé le modèle agricole et fait exploser la productivité. Ça, c'est l'avantage. Mais du coup, le bio, c'est mieux que rien? Ou alors c'est... Parce que je me fais très attention au mot naturel. Oui. C'est-à-dire que, je veux dire, le cyanure, c'est naturel. On est d'accord. Ouais. C'est pas parce que c'est naturel. Et souvent, c'est écrit d'ailleurs sur les produits naturels. Ouais. C'est pas une garantie de... Oui.
C'est difficile parce que alors le bio, c'est mieux que le conventionnel. Ça, on peut le dire objectivement, puisque dans le conventionnel, vous avez beaucoup plus de molécules autorisées, vous avez beaucoup plus de produits de synthèse, vous avez du glyphosate par exemple, qui est beaucoup décrié en ce moment. Dans les produits transformés, donc les produits, les plats préparés bio, les chips bio, etc., vous avez beaucoup moins d'additifs autorisés, une cinquantaine, alors que dans les produits conventionnels, vous avez 350 additifs, plus quasiment autant d'auxiliaires technologiques, qui sont des additifs aussi, mais pas déclarés. Vous avez quasiment 700 molécules que vous pouvez rajouter. Okay. Donc, et parmi celles-là, les plus toxiques. Donc tout ce qui est les édulcorants, les stabilisants, etc. Ces produits-là qu'on ne retrouve pas dans les produits bio. En bio, vous avez beaucoup moins de molécules qui posent problème. Et ensuite, pour l'environnement également, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est moins de pesticides, moins de produits de synthèse qui vont se retrouver dans la nature. Vous avez aussi... au niveau de la santé, donc tous ces produits-là, vous n'allez pas les consommer, vous n'allez pas les ingérer, donc au niveau santé, c'est mieux. Donc le bio, c'est mieux. Après, les inconvénients, vous l'avez dit, c'est plus cher. Il n'y a pas de notion sociétale, c'est-à-dire on ne vous dit pas dans le bio, par exemple, il ne faut pas faire travailler les enfants, il ne faut pas faire travailler les femmes, il ne faut pas respecter la retraite, l'âge de... Vous voyez, il n'y a rien en rapport de contrainte par rapport aux conditions sociales. Ce n'est pas éthique, par exemple. Okay. Les normes éthiques, c'est autre chose encore. Okay. Il n'y a pas non plus, assez bizarrement, il n'y a pas de contrainte environnementale. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, vous ne devez pas transporter par avion, vous ne devez pas chauffer les serres. Donc vous pouvez très bien faire, si on caricaturait, faire pousser des ananas au Groenland sous serre chauffée par exemple. Les faire venir par avion en Europe et dire elles sont bio. C'est possible. Ok, tant que vous n'utilisez pas le mauvais pesticide. Exactement, tant que vous respectez le cahier des charges. Et pour moi, alors les critiques, mais toujours pareil, je ne fais pas des critiques pour critiquer, mais des critiques que j'espère constructives. Pour moi, le bio devrait être plus contraignant, c'est-à-dire par exemple interdire le transport par avion, interdire les serres chauffées complètement, de manière à avoir des produits plus respectueux de l'environnement. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, le label bio, c'est mieux que le conventionnel. Okay. Ça devrait aller plus loin. La difficulté, c'est que c'est un label au niveau européen aujourd'hui. C'est l'Eurofeuille. Donc en France, on a le AB, mais le AB et Eurofeuille, c'est la même chose. Et il faut arriver à se mettre d'accord à 27 aujourd'hui en Europe. Je sais plus, 27, ouais. Il faut arriver à se mettre d'accord. Et c'est très difficile de mettre d'accord des gens qui vivent dans le nord de l'Europe, dans le sud de l'Europe, dans l'est, dans l'ouest, des pays très agricoles, des pays qui le sont moins, sur des règles communes. Donc ce qui se passe en général, c'est qu'on se met d'accord sur des règles à minima. Et aujourd'hui, le bio européen, les règles sont à minima. Et c'est quelque chose qu'on devrait améliorer, selon moi. Et l'OGM, c'est autorisé dans le bio ? L'OGM, non. Okay. Alors, c'est pareil. L'OGM n'est pas autorisé. Les traitements ionisants ne sont pas autorisés. Donc, vous avez des interdictions, mais il n'y a pas de fondement à la norme du bio. C'est-à-dire que si vous lisez la réglementation, et moi j'ai pris la peine de la lire, plus les anciennes, parce que c'est une réglementation qui évolue, qui évolue tous les 5-6 ans, on va dire. Et article 1er, qu'est-ce qu'un produit bio ? Un produit est bio s'il répond à la présente norme. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est-à-dire que... Voilà, un produit est bio s'il suit ce que je vais dire. Donc en quelque part, il n'y a rien à quoi se raccrocher, si vous voulez. Parce que vous pouvez dire ensuite n'importe quoi, si vous voulez. Voyez, donc on dit on interdit les rayonnements ionisants, mais pourquoi ? On ne sait pas. On n'interdit pas les tracteurs au diesel, par exemple. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne dit pas qu'un produit bio doit être naturel. Alors, dans la réglementation bio, on fait souvent référence au naturel. Le mot naturel apparaît partout, mais on ne dit pas un produit bio doit être naturel. On parle d'environnement, mais on ne définit aucune norme, aucun standard. Donc, il n'y a rien qui réellement ancre le bio dans une réalité. Demain, on change la norme, on va changer la définition du bio. Voilà, on va changer ce qu'est le bio. Si demain, je vous dis, par exemple, la norme du bio interdit l'utilisation du diesel, on devra fabriquer du bio sans diesel. Mais c'est pas pour ça que le produit sera meilleur. Et j'imagine que sur place, parce que moi je me mets à la place de l'agriculteur qui fait du bio, peut-être que l'agriculteur des terres d'à côté, il balance du glyphosate et que le vent arrive, ou peut-être même que l'agriculteur fait les deux. Pareil, est-ce qu'il y a des moyens de contrôle ? Parce que si personne ne contrôle personne, je marque bio sur mes produits. Et puis... Oui, toujours pareil. Il y a des organismes de contrôle. Vous avez tout un système de certification d'organismes privés. Vous avez des gens comme Veritas, EcoCert, qui contrôlent le système, qui vous donnent l'agrément. Donc il y a quand même un minimum de contrôle. Ça, il faut être honnête. Il y a des organismes certificateurs qui déjà vous forment au bio, qui vous expliquent comment il faut faire.
qui ensuite vous suivent. Vous avez une phase de conversion de 3 ans, donc pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas vendre encore en bio. Et à la fin, vous êtes certifié bio. Et ensuite, vous avez, votre agrément doit être renouvelé, donc vous avez des examens, des contrôles, des audits qui vérifient que vous êtes bio. Pareil pour l'industriel. L'industriel qui fabrique un plat préparé bio aussi doit être certifié et audité ensuite régulièrement. Mais c'est pareil, quand l'auditeur vient, vous savez qu'il vient, tout est préparé, il vient en général une journée, il n'a pas beaucoup de temps. Donc en gros, visiter une ferme, surtout si elle est grosse, ou une industrie, surtout si elle est importante, en une journée, c'est quasi impossible. Il doit faire le service des achats, il doit faire la production, le service commercial, il doit faire les stocks, il doit vérifier les frigos, il doit vérifier les produits. Et c'est en général sur papier. Il va vérifier les factures d'achat, il va vérifier les bons de livraison. Enfin, il va faire un sondage. Il va dire, tel lot, le lot numéro tant, donnez-moi la traçabilité, remontez-moi tous les lots de fabrication, les traitements. Donc, c'est mieux que rien, mais c'est très loin d'être parfait. Et là, on parle de France, on parle d'Europe, de normes européennes. Mais j'imagine que vous avez parlé de la Chine, j'imagine que des pays comme la Chine, qui sont un peu le Far West sur plein de sujets, ça doit être la guerre. Et il y a des plats préparés, j'imagine, qui utilisent des produits chinois, et donc à ce moment-là, on perd la traçabilité. Comment on gère ça dans l'industrie agro? Déjà, il y a une pression qui a été mise vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire que la Commission européenne quand même a mis la pression au niveau de la Chine, mais pas uniquement. Il y avait de gros scandales d'importation de faux produits bio qui venaient des Émirats. Qui venaient de Turquie, qui venaient de pays de l'Est, donc Ukraine, Moldavie, tous ces pays un peu où la corruption était reine, où on pouvait acheter des certificats, on pouvait acheter des agences de certification. On a eu un scandale en Europe, alors j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais j'en parle dans mon livre sur le bio, où on avait des agents qui étaient corrompus et qui donnaient des certificats de complaisance. En Chine, on a eu ça, et puis les autorités chinoises sont très pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils vous laissent faire les choses, si c'est pour du business, si vous ne faites pas de politique, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, mais du moment où ils disent maintenant c'est stop, à ce moment-là ils arrivent, et là il n'y a pas de pitié. Donc il y a eu en Chine des arrestations, il y a eu des bureaux qui ont été fermés, et en Chine j'ai tendance à croire que les choses se sont beaucoup améliorées. Ah oui. C'est bien parce que quand vous parlez du miel chinois dans votre bouquin, ça fait peur. Le miel, oui, j'ai acheté du miel pendant des années aussi. Et c'est un sujet qui... Quand moi j'ai commencé à acheter du miel, mon prédécesseur qui faisait les achats de miel m'avait mis en garde. Voilà comment ça se passe, voilà le marché, voilà les fraudes. Et tu vas en découvrir tous les jours. Et voilà qui fait quoi, voilà un tel, voilà où il faut acheter du vrai miel, voilà chez qui tu peux acheter du faux miel, voilà les prix qui te font. Donc tout était parfaitement connu. Le directeur de l'usine savait tout ça. Mon patron savait tout ça. Je pense que nos clients le savaient parfaitement également. Et on a eu, nous, là où j'ai travaillé, du miel fraudé pendant des années. C'est quoi du miel fraudé, du faux miel? C'est un mélange de sucre en fait. C'est du sucre, des colorants, du pollen ajouté, un peu d'acide formique, tous les ingrédients séparés qu'on peut retrouver dans le miel. Et ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher, oui. Si vous avez un sirop de sucre en Chine, vous êtes à moins de 50 centimes du kilo. Donc vous pouvez fabriquer un miel tout à fait comparable à du vrai miel alors il faudrait qu'aujourd'hui je mette à jour avec l'inflation, mais aller en dessous d'€1, en dessous d'€1 du kilo. Et moi, quand j'achetais du miel de Chine, j'achetais ça moins d'€1 du kilo. Alors qu'on sait très bien qu'un miel, pour le produire en Europe en dessous de 8€, c'est déjà très compliqué. Donc le miel se retrouve partout en Europe. En plus, c'est partout difficile. Partout dans le monde. C'est difficilement, j'imagine, détectable. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu la chance d'arriver à une époque charnière où, quand je suis arrivé, les fraudes étaient assez basiques. C'est-à-dire que par rapport au miel, donc souvent c'est les Chinois souvent qui étaient les plus gros pays exportateurs du miel dans le monde, c'est la Chine. Par contre, le pays qui perd le plus ses abeilles à cause des pesticides et de la pollution, c'est la Chine. Oui, c'est ça qui est fou. Chercher l'erreur. Et donc, les Chinois, au début, ont commencé à faire du miel avec un peu d'eau à l'intérieur. Puisqu'on peut mettre jusqu'à 18% d'eau alors que le miel reste stable, puisqu'il y a beaucoup de sucre. Et puis, quand ils avaient tendance à mettre un peu trop d'eau, ils ont commencé à mettre des antibiotiques. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'antibiotiques dans le miel. Mais pour savoir qu'il y avait ce genre de problème, il fallait chercher l'antibiotique. C'est que quand on s'est mis à chercher de l'antibiotique dans le miel, qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait et que ça posait problème. Ensuite, ils ont commencé par rajouter des sucres, c'est-à-dire par diluer le miel avec du sucre. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, dans le miel, il y a plusieurs sucres, mais essentiellement du glucose et du fructose. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait trop de glucose. C'est-à-dire que le rapport glucose-fructose était plus bon. Donc on s'est dit, il y a trop de glucose dans le miel. Donc on en a conclu que les Chinois rajoutaient du glucose.
Quand on a commencé à râler, les Chinois ont rajouté aussi du fructose. Donc ils ont rééquilibré. Ensuite, on a fait d'autres contrôles. On s'est rendu compte que dans certains miels, on n'avait pas de pollen. Donc du miel, des abeilles qui récoltent dans les fleurs sans rajouter des grains de pollen, ça n'allait pas. Donc les Chinois ont rajouté du pollen. Après, on s'est rendu compte que ce n'était pas les bons pollens. On avait du pollen de coton ou du pollen de, je sais pas, de plantes qui n'avaient rien à voir dans du miel d'acacia, par exemple. Donc les Chinois ont appris, et à chaque réclamation, à chaque problème, on trouvait une parade. Et aujourd'hui, ils vous fabriquent un miel de ce que vous voulez, avec le bon pollen, avec le bon taux de sucre, avec le bon acide formique qui va bien, avec la composition absolument proche du miel original. Et quand je visitais mes fournisseurs, donc j'en ai visité beaucoup, j'en ai visité en Espagne, j'en ai visité en Hongrie, j'en ai visité dans les pays de l'Est, j'en ai visité en Chine beaucoup, au Vietnam, enfin dans tous les pays d'où on importait. Et en Chine, j'ai pas vu une ruche, j'ai pas vu une abeille, mais j'ai vu des laboratoires. Des laboratoires d'analyse avec des HPLC, enfin du matériel qu'on n'a pas dans beaucoup d'hôpitaux français. Et ça continue aujourd'hui? Je suppose que ça continue, parce que quand j'ai arrêté moi d'acheter du miel, c'était dans les années 2000, à peu près 2000, dans ces années 2015 par là, un petit peu avant. Il y a eu des scandales, je les ai suivis, donc quand j'ai écrit mon livre, et puis régulièrement, d'année en année. Alors on a eu d'abord la Commission européenne qui disait que non, il n'y avait pas trop de problème de miel, et puis après qui a reconnu qu'il y avait un gros problème avec le miel importé. Alors de mémoire, je ne sais plus si ça avait été publié par Que Choisir, j'avais lu ça, où il disait en gros que la moitié du miel importé en Europe était frauduleux. Voilà, plus ou moins frauduleux, coupé au sucre, mélangé. Et puis en fait, à un moment donné, ils ne savent pas, on ne sait pas l'ampleur de la fraude. Un miel bien fraudé passe tous les tests. On ne sait plus le détecter, il est parfait moléculairement. On ne sait quasiment plus le détecter. Il y a de nouvelles méthodes qui sont apparues. Il y a des laboratoires à la pointe comme, alors j'ai oublié le nom du labo, Eurofins Scientifique, Okay. qui a développé des laboratoires d'analyse de résonance magnétique nucléaire. Et là, ils arrivent à vous détecter si le sucre ajouté est exogène, était un sucre qui vient d'une céréale ou qui vient d'une fleur. Donc on a des méthodes, mais si vous faites une analyse à 5000 €, enfin, personne ne va la payer, quoi. Ouais, j'imagine. Et ensuite, imaginez-vous bien que c'est pas du tout dans moi j'avais un contrat, j'avais un supermarché qui venait nous voir, il disait voilà, et c'était le cas exactement ça, c'est ce qui s'est passé. 400 tonnes de miel en pot de 1 kg, en pot vert de 1 kg, premier prix pour un supermarché français. Donc on me dit, moi, genre, il nous faut 400 miel, pas cher, hein. Je cherche, machin, et je trouve du miel chinois à moins d'1 € du kilo. Avec ce prix-là, j'ai pu remporter le marché. Mais je savais que c'était du faux miel. Mais forcément, tout le monde savait que c'était du faux miel. Oui, on s'en fout. Moins d'1 €. Mais oui, mais imaginons que je me dis non, c'est pas du vrai miel, je vais analyser. Et que je trouve que c'est pas du vrai miel. Qu'est-ce que je fais? Où je trouve mes 400 tonnes. Et puis je vais plus être à 1 €, je vais être à 5. Et mon concurrent, lui, il va trouver du miel à 1 €. Il va aller chez le même fournisseur que moi. Donc voilà, on retombe toujours sur les mêmes travers. Parlons des plats cuisinés. Est-ce que le plat cuisiné, instinctivement, on mélange des trucs dans un plat cuisiné? Je me dis que c'est encore plus simple de frauder. Ça dépend des plats, et souvent il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin de frauder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des plats préparés qui sont de tellement mauvaise qualité que c'est difficile. Vous avez des plats préparés aujourd'hui qui sont bourrés de flotte, qui sont bourrés d'additifs, qui se vendent. C'est même pas nécessaire de frauder. Vous en parlez ça en termes de malbouffe. C'est-à-dire que la qualité nutritionnelle a baissé. C'est pas qu'une histoire de fraude et de normes sanitaires. Absolument. C'est aussi juste la qualité nutritionnelle. Il faut bien comprendre aussi à quoi sert l'additif. Vous voyez, on dit il y a beaucoup d'additifs. Pourquoi les additifs? Les additifs, c'est facile. C'est pas dans l'intérêt du consommateur. C'est dans l'intérêt de l'industriel. Pourquoi on vous met des colorants? Parce que le produit est moche. Pourquoi on vous met des arômes? Parce que le produit n'a pas de goût. Pourquoi on vous met des texturants, des épaississants? Parce qu'il est bourré de flotte. Il a perdu toute sa tenue. Donc, quand on fait un produit, qu'on rajoute de l'eau, par exemple dans le jambon, je parle pas mal de jambon, j'ai visité des usines de jambon, j'en ai encore des cauchemars. Quand vous fabriquez un jambon, que vous injectez de la flotte à l'intérieur, parce que l'eau ne reste pas dedans, il vous faut rajouter des texturants, des phosphates, de la gélatine pour que le produit reste à l'intérieur, c'est pas dans l'intérêt du consommateur, c'est dans l'intérêt de l'industriel. Tous ces additifs aujourd'hui, ou 90% des additifs aujourd'hui, on pourrait s'en passer. Le consommateur s'en trouverait que mieux. Seulement, ça ferait des produits plus chers, ça rendrait les industriels moins compétitifs, surtout si la réglementation était appliquée qu'en France, par exemple. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans l'histoire de l'additif, par exemple pour les charcuteries, nitrite, nitrate, au départ, ça a été utilisé en Allemagne.
C'est-à-dire que dans les années, au début du XXe siècle, on n'utilisait pas de nitrite dans les charcuteries. On faisait des charcuteries traditionnelles avec du sel, et voilà, et ça s'arrêtait là. Mais quand l'industrie allemande a commencé à en utiliser, qu'ils ont pu fabriquer un jambon ou du saucisson 3 fois plus rapidement, pour beaucoup moins cher, les industriels français se sont dit, ouh là là, on va se faire laminer par les Allemands. Donc on a fait pareil, on a autorisé les nitrites en France. Donc c'est toujours un problème de compétition et de vision un petit peu, stratégique des régulateurs. Donc c'est un problème de mondialisation au bout d'un moment. Aussi, oui. Oui, aussi. C'est-à-dire que c'est pas normal d'imposer des réglementations à vos producteurs et d'importer ces mêmes produits de pays où il n'y a pas de réglementation, où la réglementation est beaucoup plus laxiste. Mais ça, c'est un problème vieux comme le monde. Du coup, on mange quoi ? Du coup, on mange des produits bio, des produits les plus naturels possibles, on lit les étiquettes, des produits locaux, des produits de saison. Enfin, il y a plein de façons quand même de bien se nourrir. On cuisine un peu, on essaie d'y consacrer un peu de temps. Les produits, les produits préparés, là, les plats tout prêts, on oublie. Moi, j'en consomme pas. Donc j'ai tendance à croire que c'est possible. Ouais, si vous avez vu ce qui s'est passé à l'intérieur, j'ai bien que vous en consommez pas achevé. Non, des produits préparés, très honnêtement, j'en achète pas, non. Je préfère rapidement prendre l'autocuiseur, me peler 2 pommes de terre, 3 carottes, mettre un morceau de brocoli dedans, et puis mettre 10 minutes à l'autocuiseur. Un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, et c'est fini. Donc, pour moi, cuisiner, quand on dit on n'a pas le temps, non, on n'a pas la volonté. On a le temps de regarder une série sur Netflix, on a le temps de se faire un petit jeu vidéo, vous voyez, donc cuisiner, j'ai une vie relativement remplie et pourtant je trouve le temps parce que je pense que c'est important de bien se nourrir. Donc on reste sur des trucs simples, pas cuisinés, qu'on fait nous-mêmes, des si possible, circuits courts, bio si possible. Oui, absolument. Est-ce que quand un produit est pas cher, il est forcément encore plus dégueulasse ? Manipulé. Pour une même catégorie de produits, parce qu'il y a des produits pas chers, si on prend dans la viande par exemple, la viande de volaille est moins chère que la viande de bœuf, les œufs par exemple c'est la moins chère des protéines animales, donc en choisissant une catégorie de produits, on peut avoir des bons produits pas chers. On peut avoir des œufs pas chers, on peut avoir de la viande, de la volaille pas très chère, etc. Mais si on veut la meilleure des volailles, par exemple, ce sera difficile d'avoir de la bonne qualité si on va dans les premiers prix. Parce que qui dit premier prix dit élevage intensif, dit probablement de l'importation. On a beaucoup de volailles importées aujourd'hui. Probablement de l'usage plus ou moins déclaré d'antibiotiques. Il faut pas se voiler la face. On sait que des pays comme le Brésil, pour les viandes et le Chili par exemple pour le poisson importent des quantités astronomiques d'antibiotiques. Donc on sait que ces pays-là il y a de l'antibiotique qui est utilisé soi-disant pour traiter les animaux malades, mais qui en fait est un promoteur de croissance. Donc c'est donné régulièrement aux animaux dans la nourriture. Donc voilà, par contre c'est pas forcément déclaré, il n'y a pas assez de contrôle, et oui c'est un problème. Donc je privilégie les circuits courts. Les circuits courts, les produits locaux, au moins français si possible, européens dans le pire. Donc voilà. Je m'imagine la ménagère qui fait 7h, 18h, qui a 2 gamins et son mari qui travaille, et on est en train de lui dire d'aller chez le petit producteur dans la ferme à une demi-heure d'où elle habite. En supermarché, vous avez des poulets français, vous avez des bons produits. En supermarché, tout n'est pas acheté avec le supermarché. Il y a aussi des bons produits au supermarché. Moi-même, je vis en centre-ville, donc je vais aussi au supermarché. Donc, par contre, au supermarché, on peut choisir les produits les moins pires, quoi. Donc, vous voyez, on n'est pas... on peut éviter certains produits. Je donne mon exemple. C'est pas forcément un conseil, mais je considère, c'est mon opinion. Alors, pour m'éviter des courriers d'avocats, disclaimer, j'en ai suffisamment, je les collectionne en ce moment. Donc oui, je pense qu'on peut éviter certains produits, ou on peut limiter grandement leur consommation. Je pense au soda, je pense aux confiseries, vous voyez, les produits trop gras, trop sucrés, voilà. Donc ça, on peut réduire. Et la consommatrice, il trouvera, elle n'aura pas à s'en plaindre, ce sera moins cher, et elle n'aura pas à aller faire des courses pour ces produits-là. Ensuite, l'argent économisé, on peut le mettre dans des meilleurs produits, vous voyez, on peut mettre dans des viandes de qualité, dans du poisson de qualité. Poisson au premier prix, c'est pas très cher. De la sardine, c'est pas très cher, sardine en boîte. Donc, on peut avoir des produits sains et de qualité pour pas trop cher si on fait attention.
Et tout ce qui est surgelé, faut bannir ou pas? Non, non, alors le surgelé, à contrario, comme la surgélation est une méthode de conservation très sûre et très saine, il n'y a pas besoin d'additif. Je dis, Ok. l'additif, c'est pour améliorer un produit, ou alors pour le conserver à température ambiante, par exemple, ou alors pour le conserver à température au froid, mais pas forcément à surgeler. En surgelé, il n'y a plus rien qui bouge. Donc il n'y aura pas de prolifération bactérienne, il n'y a pas besoin d'additifs et de conservateurs pour les produits surgelés. Donc le surgelé, c'est un mode de conservation extrêmement sain. Oui. Ah, donc c'est globalement plus sain au niveau des additifs, etc. C'est globalement plus sain, ça dépend par rapport à quoi. Bah, par Mais rapport à un produit frais qui serait conservé avec des E408. par rapport à, si on prend par rapport à certaines charcuteries riches en additifs, nitrites, etc., oui. Ouais. Mais pourtant, dans le surgelé, il n'y a pas une technique qui consiste à rajouter de l'eau? Si, bah si, le glaçage, le fameux Ouais. glaçage. Si, bien sûr. Si, alors, oui, plusieurs choses. Alors, le surgelé, c'est que, donc, dans ce que j'ai connu, alors il faut savoir que quand vous surgelez un produit, donc quand vous stockez le produit dans les congélateurs, l'air froid est très sec. Hmm. On n'imagine pas forcément, mais quand vous allez au sport d'hiver, souvent vous avez des gerçures parce que en fait, l'air extérieur est très sec, l'eau se condense en glace et donc l'air devient extrêmement sec. Donc, les produits ont tendance à sécher. Donc, si vous laissez des crevettes, par exemple, suffisamment longtemps au congélateur, elles vont se transformer quasiment en produits lyophilisés, presque envoyés un peu comme du polystyrène. Donc ce que font les fabricants en général, et c'est autorisé par la loi, par la réglementation, ils font du glaçage. C'est-à-dire qu'ils recouvrent le produit d'une fine pellicule d'eau. Mais normalement, quand vous achetez, donc moi quand j'achetais des produits surgelés, j'achetais, la définition c'était, donc par exemple crevettes surgelées, 10% glaçage compensé. Donc il y avait, en plus de mon poids de crevettes net, écoutez, il y avait 10% d'eau, mais j'avais 10% de produits gratuits en plus. Mm. Vous voyez, pour compenser le poids de l'eau ajouté. Mais bien sûr, il y a des industriels peu scrupuleux, et j'en connais, qui ne compensent pas, c'est-à-dire qu'ils prennent 900 grammes, 900 et quelques grammes de crevettes, qui vont vous rajouter de l'eau, les enrober d'eau, surgeler tout ça, vous vendent ça au poids net, donc vous vendre l'eau au poids de la crevette, qui au lieu d'en mettre quelques pourcents vont allègrement charger, donc ils vont bien glacer, donc vous allez passer à plus que 10, vous allez passer à 10, 12, 15. Et puis il y a même des industriels encore moins scrupuleux, et je les connais aussi, qui eux injectent carrément de l'eau dans le produit, dans la crevette, dans la coquille Saint-Jacques, qui la surgèle avant que l'eau ressorte, de manière à ce que l'eau reste bien à l'intérieur. Et qui en plus vont la glacer après, de manière à avoir un maximum d'eau dans le produit. Donc qui injecte à l'aiguille carrément. À l'aiguille. Donc là, c'est vraiment de la fraude. Oui. S'il n'y a aucun intérêt de conservation d'injecter de l'eau dans le produit. Aucun. Non, aucun. C'est vraiment pour augmenter le poids du produit. Soit à l'aiguille, soit sous pression. Et ça, encore une fois, je reviens toujours. Mais là, il faut un additif quand même, sinon l'eau ressort trop rapidement. Hmm. Donc on met un peu de phosphate en général ou de sulfate. Ça dépend. Oui, donc vraiment quelque chose qui n'a aucun sens pour le consommateur. Bah, le consommateur paiera son produit beaucoup moins cher. Bah, plus cher parce qu'il va payer de l'eau. Ouais, mais par rapport à un produit fait dans les règles de l'art, son Hmm. produit lui paraîtra moins cher. Si dans son assiette il en consomme 3, il les paiera moins cher que les 3 autres. Et puis, elles auront l'air plus grosses visuellement. Bah non, une fois cuites, elles auront perdu Ouais. l'euro, donc il va rester plus grand chose. C'est ça. Non, c'est un mauvais produit, c'est une mauvaise affaire pour le consommateur. Mais ça fait partie des astuces qui étaient et qui sont encore utilisées aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce genre de pratique typiquement. Enfin, pareil, je veux pas jeter la pierre au pouvoir public parce que je sais qu'il y a des coupes budgétaires et qu'il n'y a plus d'argent de nulle part. Mais je veux dire, ça, c'est facilement détectable. C'est-à-dire, je suis un agent des fraudes, Mhm. je vais dans une usine de surgélation de crevettes. Il n'y a aucun intérêt physique de conservation pour le client, pour la santé, pour ce qu'on veut, qu'on injecte de l'eau là-dedans. Je vois qu'il y a des seringues, des machins, une machine. Ah, mais vous voyez pas, la machine qu'on utilisait, mon fournisseur, un fournisseur que je connais, la machine qu'il avait, c'était un saturateur sous haute pression. Donc il n'y avait pas d'aiguille, c'était juste une enceinte sous pression. Et c'était les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques se gonflaient d'elles-mêmes sous pression. C'est comme une éponge, une coquille Saint-Jacques. Donc vous la mettez sous pression avec de l'eau et ça gonfle. Donc il n'y a pas tellement, visuellement, il n'y a rien de très choquant. Les services des fraudes ont fort à faire ailleurs. Personne se plaint vraiment de ça. C'est pas dangereux, donc c'est ok. C'est pas dangereux. Les consommateurs payent moins cher leurs produits. Bon voilà. Après, quand vous trichez, au lieu de mettre 10% de glazing, vous en mettez 15.
c'est pas évident même de mesurer l'écart. Vous voyez, la mesure, c'est vous prenez le produit, vous le pesez, vous le faites égoutter. Alors il y a des normes, après il faut le laisser égoutter, alors je sais plus combien de minutes ou de secondes, je sais plus, et après vous le pesez, vous mesurez le poids égoutter, non égoutter, etc. Mais la mesure, des fois, elle n'est pas super facile à faire. Ensuite, il faut les faire chauffer, et puis une mesure, ça n'a pas beaucoup de valeur. Il faudrait le faire régulièrement, faire une enquête de long cours. Si jamais quelqu'un se fait prendre la main dans le sac, il pourrait dire écoutez, c'est mon fournisseur qui a merdé, c'est pas une fraude, c'est une erreur, on corrige le tir et c'est fini. Je pense que ce genre de choses se passe fréquemment, sans que ça fasse les gros titres. Vous voyez, je pense qu'il y a. Parce que quand on lit, et ça je le fais régulièrement, quand on lit les rapports, les comptes rendus de la GCCRF, alors ils font souvent des contrôles sur les épices, sur le miel, sur les fruits de mer. Et vous avez par exemple, sur 200 contrôles réalisés, on a constaté X anomalies avec X rappel à la loi, avec X machin, et avec par exemple 2 ou 3 procédures. Donc il y a des choses qui sont faites, mais on ne la voit pas forcément. Mais si vous avez 200 contrôles par an sur les produits de la mer, c'est largement insuffisant. Ouais, et puis une année, ça va être les produits de la mer, l'année d'après, ça va être les épices, l'année d'après, ça va être le miel. Donc en fait, vous êtes contrôlé une fois tous les 10 ans, vous dites que c'était une erreur, ça passe, et vous recommencez, et il ne se passe rien. Quoi. Et les auxiliaires technologiques, c'est toujours une réalité? Absolument, plus que jamais. Alors l'auxiliaire technologique, ça c'est pareil, c'est une arnaque. C'est magnifique tellement. C'est un cas d'école. C'est comment faire sortir 300 et quelques, 350 ou voire 400 additifs de la catégorie des additifs pour ne plus les déclarer sur les étiquettes. C'est génial. Faut expliquer. En fait, les industriels ont expliqué au pouvoir public que pour fabriquer leurs produits, ils avaient besoin d'utiliser des additifs, mais qu'on retrouvait quasiment pas dans le produit fini, qui disparaissaient, qui s'évaporaient, qui disparaissaient dans le processus, qui étaient techniquement utiles pour la fabrication, donc dans l'intérêt du producteur, mais qui après, il y en avait tellement peu, donc soit des traces, soit rien, que c'était pas la peine de le déclarer. Et le législateur a dit, pas de problème, on y va comme ça. Donc, si il y a une molécule à laquelle vous êtes allergique, sensible, ou que vous ne vouliez pas consommer, vous n'avez aucun moyen d'y échapper, parce que vous ne pouvez pas savoir qu'elle est dedans. Donc, on peut citer, alors il y a tout ce qui est les solvants. Donc, par exemple, quand on fait de l'huile de colza, de soja ou autre, quand on extrait l'huile, on l'extrait en général avec un solvant, c'est souvent de l'hexane. Donc, c'est un solvant qui est supposé cancérigène. Oui. Alors, on vous dit, on extrait l'huile avec ce solvant, donc on mélange le solvant à l'huile, comme dans du café, vous voyez, on broie la graine, on fait passer de l'hexane à l'intérieur, l'hexane entraîne l'huile, et ensuite on fait évaporer l'hexane. Et on vous dit, il n'en reste plus. Si ce n'est que si, il en reste. Pareil, quand on fait du café... c'est un produit pétrolier, on est bien d'accord. C'est un produit pétrolier, oui. C'est un hexane aromatique, c'est un produit aromatique supposé... Pour que les gens soient... Voilà, suspecté d'être cancérogène possible. C'est un gaz, hein, voilà. Un gaz liquéfié. Il ne faut pas fumer à côté non plus. Mais c'est vrai, il en reste que des traces. Mais à quel moment on considère qu'on ne doit pas informer le consommateur, que le produit a été traité et qu'il reste des résidus? Parce que le consommateur, il pense huile. Enfin, moi je suis bête peut-être, mais moi je pense qu'on presse un truc, on l'écrase et puis ça fait de l'huile. Pas du tout. Ça c'est vrai pour l'huile d'olive, pression, mais pour les huiles de pépins de raisin, de soja, de colza, non, c'est pas par pression, c'est par extraction. Mais pareil pour le beurre de cacao, par exemple. Vous pouvez très bien... la majorité du beurre de cacao ne fait pas de pression, mais vous pouvez faire aussi du beurre de cacao par extraction. Vous en extrayez plus, et c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus rentable. Les huiles essentielles aussi sont extraites souvent par des solvants organiques, par l'hexane ou par d'autres. Le thé et le café décaféiné, la décaféination, se fait aussi par extraction avec un solvant. Alors de mémoire, c'est je crois le trichlorométhane. Donc pareil, vous faites passer un solvant... Vu le nom, il n'a pas l'air sympa non plus. Non. Pareil, il est suspecté d'être toxique, etc. Donc on va vous extraire. Vous voyez, alors on vous dit, il n'en restera pas. Mais on définit quand même des seuils. C'est-à-dire, il faut pas... On dit, il n'en restera pas, donc on ne le déclare pas, mais on vous dit oui, mais alors dans le café, en dessous de 20 microgrammes par kilo, ou 20 milligrammes par kilo, c'est la norme, on ne doit pas aller au-dessus. Oui, d'un côté, on vous dit qu'il n'en reste plus, mais qu'il y a quand même des seuils qu'on ne doit pas dépasser. Donc ça veut dire que si on définit un seuil qu'on ne doit pas dépasser, c'est qu'on considère d'une part que c'est toxique, sinon on ne mettrait pas de seuil, et d'autre part qu'il y en reste.
Sinon, on ne mettrait pas de seuil si on restait pas, si on était sûr qu'il n'en restait pas, ou si on était sûr qu'il soit en dessous de ces seuils. Pourquoi mettre des seuils si on n'est pas sûr qu'on est vraiment en dessous de ces seuils? Donc voilà, on vient de parler de ces produits-là, mais il y a les agents de démoulage, certaines cires, enfin voilà, il y a plein de produits, des anti-mousses par exemple. Quand Qu'est-ce le que c'est sucre, c'est pour pas que ça mousse. Oui, je comprends bien. Donc, quand vous fabriquez par exemple du sucre, Ouais. voilà, donc vous faites un sirop de sucre, vous dissolvez votre sucre, vous prenez la betterave à sucre, vous la coupez en copeaux, vous la mettez dans de l'eau, faites chauffer. L'eau va dissoudre le sucre, vous enlevez votre betterave et vous avez un jus sucré, un sirop. Ce sirop, il faut évaporer l'eau. Donc pour évaporer, vous faites chauffer, ça fait des bulles. Et arrivé à un certain moment, dans votre fermenteur, dans votre installation industrielle, ça peut faire beaucoup de mousse. Okay. Et ça peut poser problème, ça peut déborder, ça peut fausser votre produit. Donc pour éviter toute cette production de mousse, vous mettez un produit chimique. Alors, je crois de mémoire, ça doit être le diméthylméthylsilosane, quelque chose comme ça. Enfin bref, à voir. Et ça sert aussi comme antipoux. Et c'est double effet. Logique. Donc, vous voyez, oui, ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Et ce genre de produit, on ne vous dit pas qui sait utiliser. On ne vous dit pas qu'il y en a. Alors, on vous dit, on en met, et comme par miracle, ça, il n'y en a plus. Donc ça, sur l'étiquette... Ça ne figure nulle part. Nulle part. C'est pas le E408 non. machin truc. Non. Ça, c'est encore autre chose. Non. Ça figure nulle part. Il n'y a même pas écrit, comment on appelle ça, les agents, comment on appelle ça? Non, aucun agent. Auxiliaire technologique, c'est même pas écrit ça. Non, rien du tout. Rien du tout. Non, ça n'apparaît pas. Et ce qui est drôle, c'est que moi, alors, plusieurs fois, j'ai fait la remarque en discussion, quand j'ai pu avoir rarement des politiques avec qui en parler, je leur dis mais quand même il faudrait faire quelque chose par rapport aux auxiliaires, c'est pas normal d'avoir des additifs qu'on ne déclare pas. Et ils ont dit oui mais il n'en reste pas. Mais voilà, si on me dit mais ce n'est pas un additif. Je dis pourquoi c'est pas un additif? Mais quand vous regardez la réglementation européenne, quand vous la lisez, on vous dit les auxiliaires technologiques sont des additifs qui n'ont pas à être déclarés. Ce sont des additifs. Donc quelque part, vous voyez, c'est toujours une... on a l'impression du moins qu'il y a une connivence, et on le voit encore avec l'affaire récente des eaux minérales, il y a une connivence entre le pouvoir politique et les industriels. Et je l'ai vu aussi à l'époque du fipronil, il y a tellement à dire. Il y a réellement une connivence entre pouvoir public et industriel pour favoriser la vie des industriels, leur faciliter la tâche. J'allais vous poser la question, parce que le pouvoir politique au milieu de tout ça, il lit vos bouquins, il a des rapports, il a des moyens d'information. Écoutez, alors le livre dont vous parlez, le premier, c'est vendu peut-être à plus de 100 000 exemplaires aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose qui a fait un raz-de-marée dans l'industrie. Je n'ai pas discuté sérieusement avec un seul politique depuis 2015. Pas un seul. J'en ai rencontré deux. Une écologiste à l'époque, j'ai oublié son nom, elle a disparu un peu des radars dernièrement, Duflo, je crois qu'elle s'appelait. Oui. Okay. Voilà. Donc elle m'a dit ce que vous dites c'est super, c'est génial, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on en parle. On ne s'est jamais revu, on n'en a jamais reparlé. Et un deuxième, c'était un député Modem. J'ai oublié son nom, mais lui était pas mal. Lui était bien. Et il défendait une loi, alors j'ai oublié laquelle, pour l'interdiction des nitrites et nitrates. Okay. Alors ça m'embête de ne pas retrouver son nom, parce que c'était quelqu'un qui allait dans le bon sens. Mais bon, cette personne-là est une exception, quoi. Est une exception. Tous les autres, j'ai jamais eu ni un coup de téléphone, ni un mail, ni un message d'aucun homme politique pour parler de ces sujets-là. Alors vous êtes passé quand même un peu partout dans les médias à l'époque. Je suis passé dans tous les médias, télé, internet, radio, YouTube, j'ai fait des millions de vues, des centaines de milliers de livres vendus. J'ai travaillé avec Foodwatch, on a fait des campagnes avec Foodwatch, j'ai été publié partout. Et jamais, aucun politique ne m'a contacté pour en discuter. Jamais. Et de l'industrie, j'ai eu que des menaces. Ouais, ça, jamais, mais jamais, vous voyez, aucune proposition de collaboration pour améliorer les choses. Et l'affaire dont vous parlez là, qui a été étouffée là récemment là. Laquelle? On en parlait juste avant. Les eaux minérales, le fipronil. Le fipronil. Ah oui, alors Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Alors le fipronil, c'était un scandale qui a eu. Alors ça a démarré. Non, ça c'est pareil, c'est assez drôle, c'est assez instructif sur la relation entre les États. C'est que c'est un scandale qui a été révélé, si je ne me trompe pas, alors de mémoire, c'était en Belgique, je crois. Donc un industriel belge a découvert que dans ses œufs, ou un distributeur belge, que dans ses œufs, il y avait du fipronil. Fipronil, c'est une substance interdite, c'est un antiparasitaire. C'est un produit chimique
qui était utilisé avant pour tuer un parasite des poules. Ok. Je crois que c'est le pou rouge, le pou rouge ou la puce rouge des poules. Donc on traite les poules avec ce produit-là et ça élimine le parasite. On s'est rendu compte que le produit immigrait dans la chair des poulets et dans les œufs. Donc ça contaminait et que c'était toxique. Donc on l'a interdit. Mais bien sûr, c'est un produit qui était extrêmement efficace. Donc on a eu des petits malins qui ont trouvé ça astucieux de quand même continuer à l'utiliser discrètement, sans le déclarer, mélanger à d'autres produits, etc. Et donc il y a eu des gens qui ont continué à l'utiliser et ça se passait en Hollande. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en Hollande, ils s'en sont rendus compte. Il y a eu une espèce d'alerte interne dans le pays, mais les autorités n'ont rien dit. En Belgique, un producteur s'est rendu compte qu'il y avait du fipronil dans ses œufs, donc il a averti, je ne sais pas si c'était pas Lidl à l'époque, qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et donc il y a eu une alerte en Belgique. Et là, quand il y a un problème comme ça, on est obligé par la réglementation de faire remonter aux autorités du pays. Okay. Et normalement, si c'est un produit qui est exporté, il doit y avoir une alerte européenne, ce qu'on appelle le rapid system alert. Donc une alerte européenne pour avertir tous les pays potentiellement exposés qu'il y a un problème. Donc quand les Belges ont dit « Ouh là là, il y a un problème sur les œufs », on ne sait pas trop ce qui se passe. Les Hollandais ont dit « Ah oui, effectivement, il y a un problème, on est en train de résoudre le truc ». Mais vous voyez, la Hollande, un des plus gros pays producteurs et exportateurs d'œufs, n'a pas déclenché l'alerte. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils déclenchent l'alerte sur des produits hollandais, les pays européens fermeraient leurs frontières à leurs produits. Donc ils ont continué, pour pouvoir exporter leur production, à ne rien dire. Donc déjà, vous voyez un petit peu la solidarité européenne. Ensuite, donc effectivement, ils ont fait l'enquête en Hollande. On s'est rendu compte que des produits avaient été exportés, donc en Belgique bien sûr, on savait, mais aussi dans toute l'Europe, en Allemagne, en France notamment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, en France, je suivais toujours cette affaire, ça m'intéresse toujours, ça me passionne ce genre de truc. Et on avait les autorités françaises qui disaient, et notamment le ministère de l'Agriculture, qui suivait ça et qui faisait un point régulier en disant, oui, effectivement, en Belgique, en Hollande, mais ça ne concerne pas la France. Bon. Après, on apprend par les médias que, si, il y a quand même des lots qui sont venus en France. Alors après, donc rétropédalage, ah oui, si, il y a eu des lots qui sont arrivés en France, mais c'est extrêmement mineur, il n'y a quasiment pas. Bon, bref. Et puis, ils avaient mis en place un site internet, c'était situation à date ou point à date à destination des professionnels. Des professionnels, donc entre guillemets des industriels. Mais pas ni des médias, ni des consommateurs, ni des ONG, de personne d'autre. C'est État qui parle aux industriels. Okay. C'est le gouvernement. C'est le ministère de l'Agriculture. Ouais. Okay. Et donc moi je suivais ça, et bizarrement l'accès était possible, même si on n'était pas industriel. Donc j'avais regardé qui il y avait les noms et les quantités livrées. Donc on avait dit, voilà, un tel Versuta, et donc il y avait des œufs frais, il y avait de la coule d'œufs, c'est-à-dire donc des œufs cassés, des produits du jaune séparé, du blanc séparé, de l'œuf mélangé, etc. Et donc j'avais reconstitué, je m'étais dit, quand même, leur quantité négligeable, ça représente à peu près 5 millions d'œufs. Vous voyez, entre quasiment rien et 5 millions d'œufs, ça laisse quand même pas mal de latitude. Et soudainement, pouf, le site a été fermé. Donc la petite information qu'on pouvait avoir, en fait, elle a été cachée volontairement. Et puis on nous expliquait que non, on ne savait pas trop qui, alors qu'on savait parfaitement qui. On ne savait pas trop où, alors qu'on savait parfaitement où. Et on ne savait pas combien, alors qu'on savait parfaitement combien, puisqu'on avait la liste de qui avait reçu quoi. Mais pendant ce temps-là, rien n'était fait, et le temps passait. Donc ceux qui avaient reçu des œufs contaminés, les ont utilisés, ont produit avec, ont vendu, et ça a été consommé. Et étouffé. Mais on va vous rétorquer que c'est pour la sécurité alimentaire du pays, qu'il ne faut pas non plus faire paniquer les gens, etc. Oui, mais vous voyez, quand on vous ment, quand on vous cache les choses, c'est la porte ouverte au complotisme. On va vous dire, ah oui, mais il y a du complotisme. Mais oui, évidemment, mais si à chaque fois qu'il y a un scandale, on commence à creuser et on s'aperçoit qu'on avait raison de se méfier, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance après ? Aujourd'hui, on dit les Français n'ont plus confiance dans les politiques et dans les journalistes. Ah oui, évidemment. Évidemment, quand on entend les nouvelles aujourd'hui, quand on a un minimum d'esprit critique, on se dit c'est pas possible ce qu'on nous raconte. Donc voilà, si on commençait par dire la vérité aux gens, parce que les citoyens sont quand même matures, si on commençait par leur dire la vérité et si on faisait vraiment quelque chose pour améliorer, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. C'est peut-être un problème de lobby. Est-ce que vous avez été en contact un peu avec des lobbyistes de l'industrie agroalimentaire ? Est-ce qu'il y a vraiment... Oui, on en avait chez nous. Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Est-ce qu'il y a
de la corruption? Est-ce qu'il y a des fausses études scientifiques? Est-ce qu'il y a des connivences avec les... On imagine plein de trucs, c'est très romancé. On imagine des valises de billets, etc. Mais comment ça se traduit sur le terrain, le lobbyisme? En fait, ça se traduit sous plein de formes différentes. Déjà, pour moi, le lobbyisme, c'est un euphémisme pour corruption, en fait. Ça veut dire, le lobbyisme, c'est influencer, c'est de l'influence. Donc, de l'influence, c'est pas juste de l'information ouverte et honnête. Non, pour moi, c'est une forme de corruption. Et le lobbyisme devrait être interdit, parce qu'on a suffisamment d'organismes d'État, d'administration, pour informer nos politiques. On a des organismes de recherche, on a des organismes de santé, on a la DGCCRF. Donc si nos politiques veulent avoir des informations, ils peuvent très bien les avoir par leurs administrations. On n'a pas besoin d'avoir des lobbyismes qui vont vous dire que les pesticides c'est merveilleux et que les OGM c'est magnifique. Donc pour moi, le lobbyisme ne devrait pas exister. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'à Bruxelles, on a plus de lobbyistes que d'employés de la Commission européenne, enfin des autorités européennes, qui sont pourtant déjà très nombreux, grassement payés à rien foutre. Donc on a, je ne sais plus, 35 000 ou 40 000 lobbyistes à Bruxelles, donc c'est absolument énorme. Et ça, c'est que la pointe immergée de l'iceberg. Parce que le lobbyisme, donc c'est l'influence, mais il faut savoir que l'influence, elle se fait soit directement, alors à Bruxelles pour Bruxelles, elle se fait aussi dans les assemblées nationales des pays. Elles se font au niveau des députés, elles se font au niveau des conseils régionaux, elles se font au niveau des chambres d'agriculture, elles se font au niveau des syndicats, elles se font au niveau des... Partout où elle peut se faire, elle se fait beaucoup au niveau de l'université. Nous, par exemple, dans plusieurs entreprises où j'ai travaillé, on subventionnait des chercheurs dans leurs études, pour les faire progresser au niveau académique. C'est-à-dire que, par exemple, on avait des consultants dont on n'avait absolument pas besoin, qui nous donnaient des conseils dont on se foutait complètement, qu'on payait, voire dont on finançait des études. Ils nous disaient, voilà, je veux faire une étude, alors ok, fais une étude sur... Qu'est-ce qu'on a eu fait comme étude je sais même plus ce qu'on a eu fait comme étude. On a eu fait comme étude une étude sur les champignons, une étude sur je ne sais plus quelle molécule, sur les insectes aussi, on avait fait ça. Enfin voilà, on finance des études dont on n'a pas grand-chose à faire, qui en général peuvent nous servir, vont dans notre sens, de manière à ce qu'ils soient publiés. C'est le deal. On publie, enfin tu publies, on finance les études. Si tu es publié, on sait que tu vas progresser dans le monde académique. Si tu progresses dans le monde académique, on sait que tu auras de l'influence. Si tu as de l'influence, n'oublie pas que c'est nous qui t'avons financé. Et cette influence, tu l'as grâce à nous. Donc, si un jour, Graal du Graal, il est nommé expert auprès de certains comités qui autorisent les pesticides, etc., et c'est souvent le cas, puisque les ONG, alors je ne sais plus, Transparency ou Transparency Watch, quelque chose comme ça, a déclaré que la moitié des experts de l'AFSA étaient payés par l'industrie. Bien sûr. Par qui d'autre? Donc on vient pré-corrompre. Absolument, c'est de l'investissement. Ouais, on va investir sur des profils qui sont des scientifiques qui font des études, qui ont besoin d'être publiés parce que c'est leur travail de scientifique. Absolument. Ils ont besoin d'argent. Et grâce à ces publications, grâce à cet argent, ils vont progresser dans leur carrière. Voilà. Pour un jour peut-être finir dans les comités. Et oui, ces gens-là, plus vous publiez, plus vous êtes visible, oui, plus vous avez de moyens, plus vous avez d'argent, plus vous faites d'études. On s'en fout de l'étude. L'important, c'est qu'elle soit publiée. Oui, parce qu'on remonte ce qu'on appelle le H-score pour les scientifiques. Exactement. Mais nous, tout ça, on n'est pas idiots, on le sait. On le sait, évidemment qu'on le sait. Et donner quelques millions pour une entreprise qui fait des milliards de chiffre d'affaires, c'est que dalle. Nestlé, aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 200-300 millions investis sur des années, sur 10 ans en lobbyisme, ça ne représente pas grand-chose. Mais bon, c'est pareil pour pour toute l'industrie. Moi, j'ai travaillé pour plein d'entreprises et on avait nos chercheurs, on avait nos collaborations attitrées. Donc, on travaillait avec des chercheurs, avec des vétérinaires, on travaillait avec des chefs renommés aussi. On travaillait pour qu'il y ait tout un environnement qui nous soit favorable et pour que ces gens-là, progressent dans l'université et dans les comités d'experts. On est sur un niveau de super vilain d'un film, là. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, mais nous, on le voit pas comme ça. À l'échelle de l'industrie, le système est extrêmement malsain et vérolé sur une longue période. Ouais. C'est quand même... Oui, mais bon, quand vous avez des politiques qui disent « c'est normal qu'on soit grassement payé »,
C'est normal que vous payiez beaucoup d'impôts et que vous la fermiez. C'est normal qu'il y ait du lobbyisme et qu'on parle à des lobbyistes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les règles du jeu, c'est eux qui les font. L'industriel joue avec les règles. Celui qui les utilise pas, il se met en position d'infériorité, il se tire une balle dans le pied. La limite de la concurrence. Oui, mais bon, après, il y a aussi des syndicats, il y a aussi les syndicats professionnels, tout ce qui est les syndicats. Voilà, vous avez le syndicat des épices, de la conserve, je sais pas moi, des producteurs de miel. Vous avez des syndicats, le syndicat européen alors il y a des syndicats qui sont juste là pour faire du lobbyisme, pour défendre les intérêts de leurs membres. Donc il faut bien un syndicat professionnel en général, c'est pour défendre les intérêts de ses membres, mais pas du tout l'intérêt du consommateur. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut savoir qui travaille pour qui et qui fait quoi. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un représentant de l'industrie s'intéresse à autre chose qu'au chiffre d'affaires de ses membres. Et les boîtes, les ONG, ou je ne sais pas d'ailleurs quelle est leur réelle classification légale, 30 millions de consommateurs, ce genre de associations, je pense, Ouais. Ont une quelconque efficacité, ou ça vous fait rigoler en tant que super vilain de l'industrie? Non, super vilain, non. Moi, j'ai collaboré avec certains d'entre eux. J'ai travaillé un petit peu avec Foodwatch, par exemple. J'ai collaboré aussi un petit peu avec Que Choisir, moins, mais un peu. Donc, si elles ont leur utilité, elles peuvent mener des actions, elles peuvent se porter partie civile. Donc, elles ont quand même une importance. Après, elles ont aussi leurs contraintes. C'est-à-dire qu'il leur faut vivre, il leur faut trouver de l'argent, c'est pas facile. Il leur faut motiver leurs troupes, c'est pas facile. Donc, c'est-à-dire que il y a des ONG qui s'en sortent bien, je pense par exemple Que Choisir ou 30 millions, l'UFC, donc c'est des institutions qui existent depuis longtemps, qui sont structurées, qui ont beaucoup de bénévoles, qui peuvent avoir des subventions, qui ont des parutions, donc, vous voyez, qui vendent des choses, donc ils s'en sortent pas trop mal, donc ils ont un budget, ils peuvent faire des choses. Des ONG comme Foodwatch par exemple, c'est beaucoup plus difficile parce que eux ils refusent les subventions, mais ils demandent aux membres de contribuer, donc c'est plus délicat pour lever des fonds, donc ils sont obligés quelque part, ils ont leurs contraintes pour motiver les gens à donner, quelque part de faire dans le, vous voyez, dans le mordant, un petit peu dans le sensationnel, quoi. Sinon ça n'intéresse pas grand monde de se bagarrer. Il y a des combats qui sont plus vendeurs que d'autres, quoi. Vous voyez, c'est plus vendeur de sauver l'orang-outan avec l'huile de palme que peut-être, je sais pas moi, de sauver les fourmis tigrées dans les Alpes par exemple. Donc vous voyez, il y a des combats plus vendeurs que d'autres. Mais bon, ça, il faut comprendre l'environnement. Mais oui, elles ont une utilité quand même. J'ai un peu l'impression que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Oui, aussi. Et que l'industrie, en fait, est tellement multifactorielle. C'est pas les mêmes moyens déjà. Ouais, c'est pas les mêmes moyens. L'industrie, c'est une masse financière considérable. C'est aussi c'est des postes aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être, vous pouvez être consultant. On a vu des politiques se faire rémunérer 50 000, 100 000 euros pour une conférence dont personne n'avait rien à foutre. C'est pas la conférence qui compte. Les conférences ne servent à rien. Personne ne les écoute, les conférences. Qui va payer à un président de la République française 100 000 euros pour une conférence? Qui s'intéresse à ce que toute ressemblance avec des personnes existantes? Non, mais c'est un chiffre pris au hasard, et je ne cite pas de président en particulier. Mais qui en a quelque chose à faire de ce qu'a pu faire un président de ces 30 dernières années? Enfin, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc, non, mais pareil, quand vous avez un grand ponte de la Commission européenne qui est débarqué, il va se retrouver patron ou au comité d'une grande banque américaine ou d'une institution avec un salaire à 3 chiffres, et puis voilà, donc c'est ça aussi, oui, vous voyez, le lobbyisme, c'est tout ça. C'est du pantouflage, c'est une carrière assurée, c'est des récompenses, c'est la puissance financière de l'industrie en fait qui lui permet de se comporter comme ça. Alors que les ONG n'ont pas ces moyens-là. Les ONG sont beaucoup beaucoup plus faibles, beaucoup moins armées. Les ONG ne peuvent pas se payer 40 000 lobbyistes à Bruxelles. Donc il y a quelques lobbyistes qui représentent les ONG à Bruxelles, c'est vrai, mais c'est infime. Donc c'est pas du tout les mêmes rapports de force. Mais les ONG, vous en avez. Vous avez par exemple Alerte aux pesticides, vous avez Génération Future, vous avez des très bien. Vous avez Anticorps aussi qui se bat contre. Les ONG, il y en a tout un tas, mais elles ont très peu de moyens.
Et puis, moi, je vois aussi, enfin, ça coûte rien à une entreprise ou un syndicat de m'envoyer un courrier d'avocat. Oui, je me reçois régulièrement des courriers d'avocats, un grand cabinet de Bruxelles qui m'envoie un courrier, si vous dites ci, si vous dites ça, vous avez dit ci, vous avez dit ça, attention. Vous voyez. Et les procédures Bayon. Voilà, procédure Bayon, intimidation. Donc c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas la même moralité, c'est pas la même finalité. Pourquoi vous êtes parti en mode lanceur d'alerte après votre premier livre, et vous êtes toujours dans l'industrie? D'une part parce que j'étais dans l'industrie encore quand j'ai publié ce livre. Alors à un moment j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, si je publie ce livre et que ma carrière doit s'arrêter à cause de ce livre-là, tant pis. Donc j'avais fait mon choix, j'avais privilégié le fait de parler plutôt que ma carrière. Il s'est passé que l'entreprise pour laquelle je travaillais, donc à l'étranger, était gérée par un utopiste, quelqu'un qui... Et c'est pour ça aussi que je travaillais avec lui, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voulait faire des produits naturels, il voulait faire des produits naturels pour traiter les animaux, pour remplacer les antibiotiques. Il voulait lutter contre la résistance bactérienne, vous savez, comment on appelle ça? La résistance aux antibiotiques. Exactement. Voilà, donc il voulait proposer des solutions naturelles. Donc c'était un idéaliste. Donc quand moi je dénonçais les défauts de l'industrie, lui il luttait contre les mêmes problématiques. Donc quelque part on s'est bien entendu. Donc ça n'a pas posé de problème pour ma carrière à ce niveau-là. Donc j'ai pu continuer et j'ai continué comme je vous disais, sur des produits pour remplacer les antibiotiques dans l'alimentation animale, pour le traitement de culture, pour la culture bio, donc des produits en adéquation avec ce que j'avais en tête. Voilà. Donc c'était pas incompatible. Donc c'est possible. Il y a des boîtes qui bossent correctement. C'est possible mais c'est difficile. C'est assez rare quand même. J'ai eu du mal à trouver cette boîte. Et puis j'imagine que la boîte n'est qu'un maillon de la chaîne, donc le problème c'est le reste de la chaîne. Oui aussi, et puis c'est pareil, quelquefois il y a peut-être des compromis à faire parce que voilà, tout peut pas être parfait tout le temps. Ok, si on est consommateur, un petit peu pour le mot de la fin, on a compris qu'il fallait privilégier les circuits courts, qu'il fallait le bio si possible, qu'il fallait faire attention aux additifs, etc., éviter les plats préparés. Qu'est-ce qu'on doit absolument bannir, éviter de son alimentation? Va des rétro Satanas, si on a une liste un peu des produits dangereux, des produits les plus pourris qui puissent exister. Alors, attendez. Déjà, aucun aliment n'est nocif dans une alimentation équilibrée et consommée avec modération. Ok. Voilà, ça notez bien, mettez-le, le coupez pas, ça évitera les procédures. On coupe rien. Donc voilà, ceci étant dit, il faut éviter les produits qui au niveau de l'organisme peuvent poser problème. Alors, plusieurs choses. Déjà, il faut que éviter les produits qui sont déséquilibrés nutritionnellement, c'est-à-dire qui sont beaucoup trop riches, beaucoup trop sucrés, beaucoup trop salés, etc. Donc ça on sait, donc on retrouve les mêmes contraintes habituelles. L'industrie alimentaire, c'est généralement même une industrie d'assemblage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la cuisine au sens où on la fait à la maison. On a souvent des ingrédients qui arrivent, ce qu'on appelle des ingrédients monofonctionnels. Donc par exemple de l'amidon, de l'extrait de betterave, voilà. Et chaque produit a une fonction. C'est ce qu'on appelle ça un ingrédient monofonctionnel. Donc si on veut faire, je sais pas moi, du ketchup, on part pas de tomates, quoi. On part de triple concentré, on a du vinaigre concentré, on a de l'arôme ketchup, voilà. Vous voyez. C'est déjà très bizarre en soi. Hein. Quand vous me dites quand on veut faire du ketchup, on part pas de tomates. Alors, on parle d'un produit déjà transformé, d'une matière première. Voilà. Quand on va fabriquer, je sais pas moi, une glace, on part pas. On va partir d'eau, on va partir de lait en poudre, voyez. Et chaque ingrédient va apporter quelque chose. On va apporter la texture, la couleur, le goût, l'arôme, la stabilité, etc., etc. Donc, ce sont des produits qui sont souvent reconstitués, mais qui sont très loin d'avoir les qualités nutritionnelles d'un produit entre guillemets naturel et équilibré, c'est-à-dire un produit où notre organisme s'est habitué à le consommer depuis des millénaires. Donc si on prend les ingrédients trop transformés, on s'éloigne de l'aliment d'origine et on a des produits très déséquilibrés que l'organisme a du mal à utiliser correctement. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits trop énergétiques, si on parle des confiseries, des sodas, donc il vaut mieux les éviter. Alors je ne dirais pas les bannir totalement, mais il vaut mieux les réduire. On peut avoir des produits avec des toxiques, naturellement toxiques. Alors on parle beaucoup de l'alcool en ce moment, par exemple. Donc, il vaut mieux réduire ce type d'aliments. Mais bon, de temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas.
Ensuite, en termes d'additifs, c'est difficile parce que vous voyez, additifs, il y en a 350, 400, auxiliaires technologiques, il y en a à peu près autant. Donc, on les retrouve dans plein de produits différents. Les plus dangereux ont été éliminés. Donc, il vaut mieux prendre les produits avec la liste d'ingrédients la plus courte. Donc, lesquels bannir si on doit en bannir, difficile à dire. J'ai pas un produit en tête en particulier, mais si je prends mon cas particulier, je consomme pas de soda, quasiment pas de sucrerie, je consomme quasiment pas de charcuterie par rapport au problème des nitrites, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est très probablement cancérigène. Donc voilà, mon père est décédé d'un cancer de l'intestin, mon beau-père également, donc en général il y a un lien entre l'alimentation et les problèmes intestinaux. Donc voilà, on sait quand même que certaines molécules aujourd'hui sont toxiques. Pour moi, si on parle des nitrites, par exemple, je suis quasiment certain qu'on s'amène doucement à une interdiction. Je pense que dans 10-15 ans, ces produits-là risquent d'être interdits. Le message a été passé à l'industrie, puisqu'il y a eu quelques années où c'est passé pas loin, on a commencé à penser à légiférer sur l'interdiction des nitrites. Il y a eu une proposition de loi qui a été faite. Donc c'est un avertissement aux industriels en disant voilà, attention, on risque et on va probablement interdire les nitrites dans quelques années. Donc à vous de vous préparer. Donc je pense qu'on arrivera à l'interdiction des nitrites dans quelques années. Donc vous voyez, ce sont des produits que j'éviterai de consommer. Voilà, je pense que voilà. Après, se méfier des produits premier prix, toujours, parce que c'est pas systématiquement des mauvais produits, mais la plupart des fraudes se retrouvent dans ces produits-là parce que ça fait baisser le prix. Donc on retrouve beaucoup de fraudes dans les premiers prix. Donc voilà, après, il y a tellement de possibilités de fraude, il y a tellement de produits à éviter. Plus c'est transformé, si je dois faire une grande règle, plus c'est transformé, plus c'est dangereux. Enfin, ça peut être potentiellement mauvais. Plus c'est transformé, plus c'est à éviter. Alors en France, on a une étude qui a démarré il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années déjà, c'est ce qu'on appelle l'étude de santé, Nutrinet Santé, je crois, avec une cohorte, enfin on suit je crois 200 000 personnes qui journalièrement disent ce qu'ils consomment, etc. Et on voit l'évolution de cette population sur des dizaines d'années. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un lien très net entre la consommation d'aliments ultra transformés et la santé. On s'est rendu compte que consommer des aliments ultra transformés, si on en consommait plus, je sais plus, de 10 ou 15%, on avait une prévalence de cancer qui augmentait d'à peu près autant. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait, semble-t-il, un lien entre les aliments ultra transformés et le cancer. La question c'est quel type de cancer, pourquoi, quels sont les mécanismes. Parmi les aliments ultra transformés, lesquels plus que d'autres. Donc vous voyez, c'est difficile de donner une catégorie, mais on a quand même des études qui montrent qu'il y a un lien entre le fructose, par exemple, consommation de fructose et diabète de type 2. On se rend compte de plus en plus que les édulcorants, ça aurait tendance à favoriser le diabète de type 2 également. Le mécanisme qu'on suppose, c'est que l'organisme, quand vous consommez un produit édulcoré, vous sentez le goût sucre. Donc l'information va au cerveau, voilà, il y a du sucre qui arrive. Donc on commence à libérer de l'insuline, on se met en branle pour digérer du sucre qui n'arrive jamais. Et en fait, cette insuline tourne en rond et votre organisme, à un moment donné, il devient intolérant à l'insuline. Et doucement, vous arrivez à un diabète de type 2. On a eu aussi des études, alors c'était un Français, je crois qu'il s'appelait Chassaigne, qui a fait des études sur certains émulsifiants, notamment le E466, le carboxyméthylcellulose, où il s'est rendu compte que les émulsifiants, donc l'émulsifiant c'est quelque chose qui permet d'agréger les huiles et l'eau, qui en général ne se mélangent pas, donc vous mettez un émulsifiant, comme la lécithine dans le cacao par exemple, pour faire graisse de cacao et chocolat, pour que ça fasse un produit rond. Donc les émulsifiants permettent d'amalgamer, de faire un genre d'émulsion. Voilà. Et si vous consommez ces produits-là, vous avez un genre de lessivage du mucus intestinal qui se fait. Et donc vous avez une attaque de vos villosités intestinales. Vous avez un problème au niveau des bactéries, au niveau de la perméabilité. Et ça, a priori, ça permettrait de développer certains types de cancers, de favoriser la maladie de Crohn. Donc il y aurait beaucoup de maladies digestives qui seraient liées à ce type d'additifs. Donc vous voyez, la difficulté, c'est difficile de dire il faut éviter tel type d'aliment. Je veux dire, il faut éviter, par exemple, les produits laitiers qui contiendraient du E466. Mais pour le consommateur, ça l'éclaire pas beaucoup, quoi. Non. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, les conseils, ce serait plutôt aux politiques d'en tirer les conséquences. Si vous avez des études, et il commence à y en avoir beaucoup, qui vous disent que le E466, il pose problème,
principe de précaution, on n'attendait pas qu'il y ait des ravages pour demander aux industriels de ne plus l'utiliser, de le remplacer par quelque chose d'autre, ou d'en mettre moins. Et aujourd'hui, malheureusement, non. En face de ça, vous avez les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leurs collègues, ils disent, voilà, je vais te financer une étude, montre-moi que le K66, il n'est pas si dangereux que ça. Et ils trouveront des gens qui le feront. Ok, alors, il y a des apps qui permettent de scanner les produits et qui reconnaissent ces fameux additifs, etc. Est-ce que c'est fiable? Si le produit est vert et qu'il est bon c'est fiable dans la mesure où en fait, ces applications font référence à des bases de données. Donc, si la question c'est, effectivement, vous faites référence par exemple à Yuka ou à Open Food Facts qui vont effectivement aller dans des bases de données pour voir donc, la composition du produit, la teneur en bio, les additifs. Quel type d'additifs? Et là, les additifs, il faut qu'ils puissent les catégoriser en sains, problématiques, potentiellement problématiques ou très problématiques. Et la question, c'est que qui vous dit que ça l'est pas? Quelle étude privilégiée? L'AFSA, en général, il y a eu le débat sur le glyphosate, par exemple. Je crois que c'est sur le glyphosate, où on vous disait, c'était l'OMS qui disait que le glyphosate était probablement cancérigène. En Europe, l'AFSA, vous ne voulez pas le reconnaître. Jusqu'à ce que finalement, il y a eu une pression. Finalement, on l'a reconnu, mais l'Allemagne ne voulait pas, puisque le glyphosate est produit par, je crois de mémoire, Monsanto, qui a été racheté par Bayer. Donc maintenant, c'est un produit plus ou moins allemand. Donc il y a toute une guéguerre. Finalement, on se dit, alors peut-être que le glyphosate serait probablement cancérigène. Donc on a changé l'appellation, mais on dit toujours probablement, donc c'est pas certain. Donc la difficulté, c'est quelque part qu'on sait pas vraiment au final. Donc l'interdire à ce niveau-là, c'est pas évident. Alors que il y a des reportages, je ne sais pas si Élise Lucet n'avait pas fait un truc là-dessus, ou je ne sais plus quel journaliste. Oui, il y en a eu beaucoup. Que les agriculteurs qui pulvérisent le glyphosate, on a une explosion du nombre d'occurrences de cancer chez eux, etc. Donc oui, c'est de la preuve empirique, hein. C'est pas une étude scientifique, mais voilà. Et le principe de précaution, j'ai l'impression qu'il arrive après quand même avec l'amiante à l'époque. On avait de très gros doutes que l'amiante était cancérigène, qu'elle provoquait des maladies très graves, etc., des poumons, et on a mis des dizaines d'années avant de l'interdire. Oui, mais la difficulté, c'est que si aujourd'hui, vous voyez, on est très prudent dans ce qu'on dit, c'est-à-dire que je vous dis, c'est probablement, c'est possiblement. Quand je vous dis quelque chose, je vous dis disclaimer, attention, il faut dans une alimentation... Enfin, le problème, c'est que dès que vous commencez à émettre des doutes, dès que vous commencez à affirmer des choses, vous risquez un procès. Et des ONG, je pense par exemple à Alerte Pesticides à Bordeaux, où la porte-parole a été condamnée parce qu'elle critiquait la présence de pesticides dans les vins de Bordeaux. Elle a réussi, enfin, le syndicat des vins de Bordeaux a réussi à la faire condamner. On va prendre notre petit courrier d'avocat grâce à vous sur cette vidéo. Il faut savoir je n'y connais rien, je suis en train de dire des choses. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça j'en avais parlé avec des représentants, alors je sais plus, je crois que c'était France 2, France Télévisions, qui m'avait dit, voilà, vous n'imaginez pas comme les industriels de l'agroalimentaire sont procéduriers. Oui, on a l'habitude, nous, on s'en moque. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est sûr que... Ça leur coûte rien d'envoyer les courriers d'avocat, donc ils le font à l'appel, ils menacent, et des fois ils portent plainte, et il y a des juges qui condamnent, c'est arrivé. Donc une personne au SMIC s'est vue condamnée à devoir payer, je crois, 12 ans de revenus, parce qu'elle avait osé dire que... alors elle a été condamnée pour dénigrement, vous voyez, dénigrement. Si par exemple je vous dis, exemple, hein, je ne le dis pas, mais si je le disais, si je vous dis, les sodas, c'est nocif, n'en consommez pas. Le syndicat des sodas pourrait m'attaquer pour dénigrement. Il pourrait me dire, voilà, à cause de vous, les ventes de sodas, elles ont baissé de 3% cette année. Oui, je comprends bien. Ça représente X millions, vous devez nous dédommager, vous êtes la cause de notre problème, vous me devez 10 millions d'euros. Vous voyez, les conséquences possibles, simplement pour émettre une opinion, sont extrêmement lourdes. Alors on pourrait se dire, oui, c'est du fantasme. Non, il y a eu des condamnations. Et pas loin, en France, hein, vous pouvez regarder l'affaire, alerte aux pesticides, la condamnation. Alors je ne sais plus où ça en est, il y avait un appel de mémoire. Et ce qui était drôle, c'est que l'appel n'était pas suspensif. Donc elle devait payer son amende avant d'avoir le droit d'aller en appel. Donc vous voyez, enfin, on serait complotiste, on pourrait s'imaginer qu'il y a une vraie connivence entre pouvoir public, justice et industriel contre certaines ONG et il y a peut-être une énorme démagogie qui consiste enfin, je veux dire, commenter quelque chose, c'est pas être sûr de quelque chose. Je peux très bien dire les sodas c'est de la merde, parce que je le pense personnellement, c'est trop sucré, c'est pas bien, sans que je porte atteinte à quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire ? Si, vous dénigrez en disant ça, vous n'avez pas le droit de le dire.
Non, vous n'avez pas. Même, ce qui est drôle, c'est que. Alors, parce que. Mais si c'est ma vision personnelle. Oui, mais dans ce cas-là, il faut dire c'est ma vision personnelle. C'est ma vision et personnelle. Personnellement, je n'en consomme pas parce que je pense que c'est. Vous voyez, si vous avez pris toutes ces précautions, peut-être que ça passerait. Non, j'accepte le 0. Voilà. Mais si vous dites, les sodas c'est de la merde, j'en consomme pas, là vous affirmez quelque chose, vous pouvez leur porter préjudice. Et ce qui est drôle, parce que j'ai lu toutes les. Voilà, je me suis même fait conseiller par un avocat par rapport à ces courriers, et il m'a dit, mais attention, parce que sache que même si ce que tu dis est vrai, ça n'est pas une excuse pour dénigrer. Oui, parce que c'est pas de la diffamation, mais du dénigrement. Exactement. Comme les sodas sont autorisés, légalement, vous pouvez vendre des sodas, mais si toi, tu dis que c'est de la merde, et que à cause de ce que tu dis, il y a une baisse des ventes, à ce moment-là, tu en es responsable, tu portes préjudice à une activité légale, donc tu es pénalement responsable. Incroyable. Donc je ne peux pas dire que les sodas c'est de la merde, et je ne le dis pas. Mais à l'inverse... Mais on peut le penser. On peut le penser. À l'inverse, il n'y a pas une loi qui protège les lanceurs d'alerte? Non, on en parlait de ça à l'époque. Ça n'a jamais été fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi j'étais très ami avec Yasmine Motargemi, qui était l'ancienne directrice sécurité alimentaire de Nestlé, qui a eu un procès de 10 ans contre Nestlé, en Suisse, et qui finalement l'a gagné. Donc c'est un procès qu'il a détruite, et elle a extrêmement souffert. Et elle s'est retrouvée seule pendant des années. Donc il y a plein d'organisations ou de politiques qui vous expliquent, qui défendent les lanceurs d'alerte, etc. Enfin moi j'ai jamais vu personne. Il y a juste un gars qui m'avait proposé de l'aide, c'était un Français expatrié aux États-Unis, qui m'avait dit si tu as des problèmes je t'aiderai. Mais à part ça, absolument personne. Il y a en France un truc qui s'appelle la Maison des lanceurs d'alerte, mais j'ai jamais été en contact avec eux. Donc je sais pas trop comment ça marche. Il y a le défenseur des droits qui est censé défendre les lanceurs d'alerte. Alors pour m'amuser, je lui avais écrit. Alors il m'avait dit, il faut d'abord que vous me prouviez que vous êtes un lanceur d'alerte. Alors j'ai dit, mais comment on fait ça? J'ai une alerte, je l'ai lancée. Ouais, mais ça suffit pas. Il y a tous des critères pour être un lanceur d'alerte officiel. Et je crois qu'il y a une seule personne qui a eu ce statut en France, et je crois que c'est la personne qui avait dénoncé le scandale de l'UBS. Vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous savez, les expatriés français ou les Français qui ouvraient des comptes en Suisse non déclarés. Son nom ne me revient pas, mais je crois que c'est la seule aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis, mais ça m'a échappé, mais enfin très peu. En fait, ce que je veux dire, c'est que non, il n'y a pas de vraie protection des lanceurs d'alerte, il n'y a pas de volonté du tout. Au contraire, si les lanceurs d'alerte se prennent des coups sur le museau, je pense que ça arrange tout le monde. Bon, on va vous souhaiter de ne pas aller en prison et de ne pas avoir trop de procès. Non, ça devrait être ça. On va mettre le disclaimer que tout ce qu'on a dit, c'était notre vision personnelle. Ça n'engage que nous. Ça n'engage que nous. Et on ne veut pas inciter les gens à faire comme nous. Voilà. Par contre, on va inciter les gens à continuer à se renseigner, à éventuellement lire vos bouquins que je mettrai aussi en référence. Et peut-être à remettre en question aussi parfois, sans tomber dans le complotisme, parce que il me hérisse le poil, mais aussi parfois à remettre en question ce qu'on nous sert, tout préparé, tout cuisiné. S'informer, varier les sources d'information. Et moi, j'étais vraiment surpris de la qualité de ce qu'on pouvait trouver sur YouTube, par exemple. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les médias principaux, on va dire, l'information est souvent la même. Et quand on veut de l'information de qualité, c'est pas forcément là qu'on la trouve. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai. On essaie de contribuer. Merci à tous. On se retrouve tous les dimanches à 18h dans Les Découvreurs. Christophe Gosset. Merci à bientôt. Merci Yann.